Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à cette réunion pour essayer de comprendre pourquoi y a-t-il des sans-abri en France en 2021 dans un pays si développé. Donc, vous faites partie de la DIAL. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la DIAL et puis vous présenter tous les deux, s'il vous plaît? Donc, je précise qu'il y a aussi Jordan Chevreau, avec lequel je suis en contact depuis le début pour organiser cette interview, qui est donc le responsable de la communication de la DIAL, mais qui ne souhaite pas participer à l'enregistrement vidéo. Alors, je vous écoute. Bonjour, donc je suis Manuel Hénin, je suis responsable du pôle hébergement et logement à la DIAL, structure dans laquelle je travaille depuis 4 ans maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que la DIAL, s'il vous plaît? Alors la DIAL, c'est une délégation interministérielle, c'est le nom complet, délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement des personnes défavorisées ou sans abri. Mhm. Donc c'est une délégation qui est composée aujourd'hui d'une équipe de 30 à 40 personnes et nous sommes placés auprès de la ministre du Logement et nous sommes chargés d'animer en fait l'interministérialité, la mise en œuvre des politiques publiques en mobilisant l'ensemble des ministères qui sont concernés par cette problématique des personnes sans domicile. D'accord, très bien. Et vous, Madame Estekandi? Bonjour, donc moi je suis Pascal Estekandi, moi je travaille donc comme Manuel Hénin à la DIAL, comme lui dans le pôle hébergement-logement et j'assure la coordination d'un dispositif assez particulier qui s'appelle Un chez soi d'abord. Je pourrais vous en parler un petit peu Oui, plus tard. on en parlera longuement plus tard. On en parlera longuement plus tard, ainsi que toutes les questions santé, précarité. D'accord. Donc, le but de cette interview, pour pas que ça dure 10 heures quand même et qu'on endorme tout le monde, c'est de réussir à faire les réponses les plus synthétiques possibles. Hein, donc là, par exemple, c'était très bien, c'était court, pour qu'on puisse aborder un maximum de sujets, parce que l'air de rien, quand on pose cette petite question, pourquoi y a-t-il des sans-abri, bah, il s'avère qu'il y a plein de questions qui nous tombent dessus, comme on va pouvoir le voir. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est celle-là de but en blanc. Pourquoi y a-t-il des sans-abri en France en 2021? Est-ce qu'il y en a vraiment 300 000, comme le dit la Fondation Abbé Pierre? Pourquoi n'y a-t-il pas de comptage précis de l'État, comme peut y avoir dans d'autres pays ou d'autres villes dans le monde? Alors, j'ai cru comprendre qu'il devait y avoir un recensement avec la nouvelle ministre, mais je ne sais pas d'où ça en est. Voilà. Alors, combien il y a de sans-abri en France et pourquoi, à votre avis? Alors, je vais commencer, puis Pascal complétera. Effectivement, c'est une question avec beaucoup de sous-questions. Est-ce que je commence par les chiffres peut-être? Alors, déjà, je pense qu'il faut bien comprendre la distinction, qui est une distinction un peu sémantique, de vocabulaire, mais qui permet de s'y retrouver vraiment, en particulier quand on ne connaît pas forcément bien le sujet et qu'on lit les médias, mais il faut bien comprendre la distinction entre un concept qui est le concept de personnes sans abri et le concept de personnes sans domicile. C'est vraiment fondamental parce que sinon on s'embrouille assez vite dans les chiffres. Donc on distingue en France ces deux groupes. Donc les personnes sans abri sont les personnes qui dorment la nuit. En fait, c'est la définition de l'INSEE, une personne qui dorment dans un lieu non prévu pour l'habitat, c'est-à-dire la rue, une tente, une voiture, un bois, un espace quelconque, habitat de fortune, dans l'espace public ou dans l'espace privé, mais plutôt en extérieur, hein, si je puis dire. Et les personnes sans domicile incluent évidemment les personnes sans abri, mais incluent aussi toutes les personnes qui n'ont pas de domicile personnel, et donc en particulier une très vaste ensemble de personnes qui sont aujourd'hui hébergées dans des structures par l'État en particulier, par les collectivités territoriales ou par des associations. Quand je dis hébergé par l'État, c'est hébergé par des associations, mais sur des financements de l'État, puisque c'est Hmm. aujourd'hui une compétence de l'État de D'accord. répondre à ces situations d'urgence sociale. J'en profite pour rajouter quelques petites statistiques d'une étude sur des données de 2012 de l'INSEE, où on essayait de voir sur un certain nombre de sans-abri pourquoi ils étaient dans la rue. On avait 43% de personnes qui n'avaient jamais occupé de logement, 57% qui l'avaient perdu, et les motifs de perte de ce logement,
C'était donc familiaux, séparation d'essai, etc. Pour 35%, financiers pour 30 autres pourcents. Pour 5%, c'est à la fois les deux, familiaux et financiers. Donc, financiers, ça peut être les licenciements, les expulsions, etc. Et enfin, 19%, on avait autres, c'est-à-dire hospitalisation, incarcération, etc. Donc, ça, on imagine que c'est des gens qui sortent d'une longue hospitalisation ou d'une longue incarcération et qui, en sortant, n'ont plus rien. Donc, ça fait autant de situations diverses pour lesquelles on peut se retrouver dans la rue. Moi, j'ai quand même envie de vous demander, donc on imagine toujours qu'on peut mieux accompagner ces gens-là, essayer de faire en sorte de trouver du logement plus facilement pour tous ces gens-là. Mais peut-être le chiffre le plus interloquant, c'est peut-être les 43% de personnes qui sont à la rue et qui n'ont jamais occupé de logement. Qui sont ces gens? Bah, alors en effet, là vous avez bien montré, je pense, la diversité de cette question du sans-abrisme en France et du coup aussi la complexité à la traiter. Les personnes en particulier qui n'ont jamais eu de logement, ce sont des personnes qui sont tombées à la rue, entre guillemets, qui ont eu leur premier passage à la rue très jeunes, parfois même avant la majorité. Pascal, je pense, pourra donner des éléments là-dessus. Et on a en particulier une catégorie de personnes qui sont les personnes qui ont été prises en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et qui, à l'issue de cette prise en charge, c'est-à-dire au moment de leur majorité ou parfois un peu plus tard, plutôt vers 21 ans, au moment d'une fin de prise en charge par les conseils départementaux, finalement se retrouvent sans solution de logement parce qu'ils n'ont pas non plus finalement aussi c'est une question de réseau, hein, la question du maintien dans le logement et du maintien à flot et tomber dans la précarité, c'est aussi souvent une question de faiblesse de son réseau personnel, social et son réseau de soutien. Mais Pascal, je pense que tu peux compléter. Oui. Peut-être pour compléter sur cette question-là, quand on est sur la distinction sans-abri, sans domicile, on dit généralement qu'il y a à peu près 10% des personnes sans domicile qui sont sans-abri. Du coup, sur cette question des personnes qui sont sans abri, parce que ceux qui n'ont jamais habité, on peut les considérer comme effectivement des gens qui sont sans abri. Dans le cadre du dispositif Un chez soi d'abord qui accompagne des personnes avec des troubles psychiatriques sévères, clairement, on voit qu'on peut avoir des gens qui ont des cumuls de problématiques. D'un côté, des difficultés dès l'enfance, liées aux situations familiales, économiques, etc. Oui, j'en profite pour compléter ce que vous dites là. Donc, selon l'INSEE, selon la même étude, 86% des sans-domicile ont vécu dans leur enfance au moins un événement douloureux. Oui, ça c'est très compliqué si vous voulez. En plus, on est vraiment au début de ces questions-là. Enfin, je sais que nous, sur le Chez Soi d'abord, on commence vraiment à travailler sur les questions de psychotrauma multiples, ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on appréhende assez mal. Et puis, en même temps, on ne va pas non plus aller interroger les gens sur ce genre de choses de prime abord. C'est des choses de l'ordre de l'intime. Ça ne rentre pas forcément dans les grandes enquêtes parce que voilà, il faut aussi respecter l'intimité des personnes. Mais effectivement, il y a des gens qui vont cumuler, c'est-à-dire qu'il y a ces difficultés de l'enfance, il y a des gens qui vont être placés auprès de l'aide sociale à l'enfance, il y a des gens qui sont isolés, il y a des gens qui vont avoir des troubles de santé, y compris de santé mentale, des addictions, un faible réseau, un entourage assez faible et des difficultés financières. Et à partir de là, bien, effectivement, on peut avoir des gens qui, dans le démarrage dans la vie, vont avoir ce qu'on appelle aussi les inégalités sociales, des inégalités de santé, des difficultés à aller vers l'emploi. Et tout ce cumul fait qu'ils vont se retrouver dans des situations complexes par rapport au logement. Et donc, on peut avoir des gens qui vont se retrouver très jeunes sur des des périodes en étant sans abri. Et on s'aperçoit que c'est difficile finalement quand on n'a pas de réseau, quand on n'a pas d'accompagnement, après à repartir sur une trajectoire qui est une trajectoire plus d'insertion. Voilà. Et pourquoi l'État est défaillant au passage de la majorité? Pourquoi ce n'est pas prévu, si c'est si bien connu, qu'on fasse quelque chose pour accompagner les personnes? Pourquoi l'accompagnement semble s'arrêter si brutalement à la majorité?
Alors, l'État, je dirais la puissance publique peut être Oui. défaillante parce que de manière, dans le droit, en fait, ce sont les conseils départementaux qui sont aujourd'hui compétents sur cette question de l'aide sociale en France. Donc, ce sont les conseils départementaux qui gèrent ça, à la fois les dispositifs d'accompagnement, de placement et de préparation de la majorité. Et en fait, effectivement, c'est là où la bascule est compliquée. Donc, nous, on ne pilote pas ce type de dispositif, hein. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Mhm. Euh, on a donc chaque conseil départemental aussi a ses manières de faire, je dirais. Mais derrière, c'est le passage aux 18 ans qui effectivement est compliqué et des outils qui existent malgré tout, des contrats jeunes majeurs en particulier qui permettent d'accompagner les jeunes après leurs 18 ans dans les premières années de leur vie de majeur. Euh, mais bon, voilà, c'est évidemment plein de sujets qui Il y a un bloquent. petit trou dans la raquette à cet endroit-là, quand même, on dirait. Bah, il y a beaucoup de trous dans la raquette, en fait, Hmm. parce on a des grandes politiques publiques qui existent et qui sont protectrice en France, il faut le dire, Mhm. sur la question de l'emploi, mais en même temps, ces grandes politiques publiques fonctionnent souvent en silo et elles ont du mal à accompagner des personnes qui ont des problématiques complexes. Ça veut dire quoi Pour en lesquelles... silo? En silo, ça veut dire que c'est en tuyau d'orgue. C'est Mhm. plus... Voilà. C'est-à-dire que soit on est dans la case, soit on ne l'est pas, quoi. Bah, il y a ça, ou soit on va s'occuper de l'emploi et on a des dispositifs emploi, des dispositifs logement, des dispositifs santé. Hmm. Mais quelqu'un qui a des problématiques sur l'ensemble des champs, c'est plus complexe. Alors, on a quand même en France des politiques très protectrices, quand même, il faut le dire. Hmm. Malgré cela, elles ont du mal à accompagner des gens qui ont besoin en fait de l'ensemble des dispositifs. C'est ça en fait une des grosses difficultés qu'on a. D'accord. Et là, entre autres, ce que disait Emmanuel, c'est qu'en plus, on va avoir une institution qui est le conseil départemental, qui en fait travaille dans un esprit de protection de l'enfance, puisqu'on est des mineurs. Après, on passe à des gens qui sont adultes et qui sont censés, au contraire, s'émanciper, puisque quand on est adulte, on n'est plus sous la protection de... Voyez. Donc, Hmm. c'est aussi des philosophies. On a le même problème quand on passe de la pédopsychiatrie, la psychiatrie adulte, si vous voulez. C'est aussi une autre façon de travailler. Et D'accord. ces passages sont souvent des moments où les gens qui n'ont pas de réseau, pas d'accompagnement, etc., pas d'aide autour d'eux, voilà, peuvent effectivement avoir des grosses difficultés. Ça peut être une forme de défaillance de l'éducation dans ces endroits-là aussi, quoi. D'accord. J'ai quand même envie de vous reposer la deuxième question subsidiaire de tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on chiffre si mal pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas me dire combien il y a de sans-abri exactement en France? Donc, je sais que c'est compliqué, hein, mais il y a quand même des villes qui font des statistiques de sans-abri sur l'année et de sans-abri un jour donné dans l'année, beaucoup mieux qu'en France. Pourquoi on est en retard là-dessus? Est-ce que c'est un manque de volonté politique? Est-ce qu'on est en train de le rattraper? Peut-être avant de laisser la parole à Manuel qui connaît bien le sujet, moi je voudrais juste dire en fait, ce qui est compliqué aussi, c'est que être sans abri, c'est pas un état, c'est une dynamique. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être sans abri pendant une période de votre vie ou même pendant quelques jours, et puis après ne pas l'être. Donc c'est Mhm. le principe déjà de compter de quelque chose qui est dans une dynamique, c'est complexe. Voilà, c'était juste pour en introduction. Et après je laisse la parole à Manuel D'accord. voilà, vraiment, il faut comprendre ça. Hein, c'est pas du tout un état. Donc, les gens sortent du sans-abri. Ils peuvent y rentrer, mais ils en sortent. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. Oui, mais Mm. d'autres pays arrivent à quand même mieux compter que nous. Oui, non, mais c'est juste, ça ne répond pas à tout, hein, mais c'est un élément que je voulais préciser aussi. Alors, Monsieur du coup, Hénin? Hmm. les grands chiffres, effectivement. Donc, le grand chiffre, c'est le grand chiffre de l'INSEE 2012, enquête sans domicile, 143 000 personnes sans domicile en France, comme je disais tout à l'heure. On est bien sur des personnes qui peuvent être sans abri ou hébergées dans des structures. Et quand on dit hébergées, ça veut dire aussi dans une continuité d'hébergement. Donc, elles ne dorment pas dans la rue le soir. Donc, quand on voit 143 000 personnes qui dorment dehors dans les médias, c'est une erreur, hein. Ce n'est pas du tout la situation en France. Hmm. On a une mise à jour récente de ce chiffre par la Fondation Abbé Pierre qui se base sur des estimations parce qu'il n'y a pas eu de nouvelle enquête sans domicile en France pour l'instant. Depuis Euh, 2012. Depuis 2012, il n'y a pas eu de nouvelle enquête. Vous savez, c'est des très grosses enquêtes de l'INSEE, hein. Ce sont des enquêtes qui se fondent sur des milliers d'entretiens
qualitatif, parce qu'en fait, ce sont des enquêtes qualitatives avant et ce ne sont pas des enquêtes quantitatives. Les enquêtes quantitatives, je pourrais expliquer ce qu'il y a comme enquête quantitative en France, mais cette enquête, c'est une enquête qualitative et le chiffre de 143 000 lui-même, c'est une estimation statistique, ce n'est pas un dénombrement des personnes sans domicile. Alors, on a une estimation qui est remontée à 300 000 personnes selon la Fondation Abbé Pierre. C'est une estimation qu'on peut faire effectivement avec assez de justesse parce qu'on connaît le parc d'hébergement en France, on le connaît très bien. Et donc, comme dans les nombres de personnes sans domicile, on a toutes les personnes hébergées, on peut dire que, étant donné qu'aujourd'hui, l'État déjà finance effectivement à peu près 300 000 places d'hébergement, on a au moins 300 000 personnes qui n'ont pas de domicile personnel en France. Après, on doit ajouter à ça les personnes qui sont sans abri, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est ce que vous évoquiez, ce sont des comptages, des outils nouveaux qu'il faut développer dans l'observation sociale. Donc, il y a plusieurs types d'outils, mais effectivement, il y a des outils qui se basent sur des enquêtes de rue. Et ça, c'est des collectivités qui ont pris cette idée effectivement à l'étranger, aux États-Unis, en Europe, voilà, et qui font des enquêtes. Alors on dit un jour donné, une nuit donnée souvent, où on quadrille systématiquement un espace. Donc, ce qui veut dire quadriller systématiquement, ça veut dire évidemment déjà Toutes les rues. avoir un espace assez réduit quand même, parce que on peut pas. Donc on le fait sur la ville de Paris, mais déjà dès qu'on veut le faire à l'échelle de la région ou de la métropole de Grand Paris, par exemple, ben là on se rend compte que c'est déjà assez compliqué. Mais on quadrille sur un moment donné un espace de manière systématique pour dénombrer le nombre de personnes et poser un certain nombre de questions assez simples pour avoir du qualitatif. D'accord. On est capable aussi, enfin, là où il faut qu'on s'améliore, c'est l'exploitation des systèmes d'information, parce qu'évidemment, on est dans un secteur qui produit de l'information. Hein. On a beaucoup d'associations qui travaillent, de professionnels dans plein d'institutions différentes et qui remplissent des systèmes d'information. Et ça, c'est une des grandes pistes d'amélioration, la manière dont on peut exploiter aussi ces données pour mieux les croiser et pour pouvoir essayer d'avoir des estimations chiffrées du nombre de personnes sur des territoires particuliers. Parce que l'enquête sans domicile de l'INSEE, son autre problème, entre guillemets, hein, notre limite, c'est qu'elle fournit une estimation nationale, mais pas d'estimation territorialisée. Donc voilà, entre des enquêtes nationales qui sont plutôt qualitatives et qui plutôt ont vocation à donner des évolutions des grandes évolutions. C'est pour ça qu'on ne les fait pas tous les ans non plus. On les fait, là pour le coup, ça va faire assez longtemps, ça va faire une dizaine d'années qu'il n'y en a pas eu lieu, mais on est en train de voir s'il est possible avec l'INSEE de retravailler à ce type d'enquête. Ça donne plutôt des grandes évolutions sur des durées assez longues. Et après, on a tout un travail qui doit être fait plutôt au niveau territorial sur des enquêtes de rue et des exploitations de données produites par les acteurs. Donc, en tout cas, si on se fie pour l'instant à l'estimation donc, de la Fondation Abbé Pierre, ça voudrait dire, et à celle de l'INSEE, ça voudrait dire qu'on a une augmentation de plus 100% de personnes donc pas forcément des sans-abri au sens où ils sont dehors, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, comment vous les appelez du coup d'ailleurs? Sans domicile, les personnes sans domicile. Oui, voilà, sans domicile. On aurait plus de 100% de ce domicile en 8 ans? Alors, on revient à exactement ce que vous disiez tout à l'heure aussi sur les causes du sans-abrisme et du sans-domicilisme. C'est beaucoup de néologismes, mais les causes, elles sont multiples. On a des causes, on a parlé tout à l'heure, effectivement, des personnes qui n'ont jamais eu de logement, qui ont un parcours de rue vraiment depuis l'enfance, ou depuis l'adolescence, ou depuis d'années de jeunes adultes. On a des causes que vous les avez citées, plutôt socio-démographiques, en particulier des séparations, des ruptures familiales, voilà, ce type de causes. On a des causes économiques, évidemment, hein, la perte d'emploi, la fragilité économique qui peut conduire des personnes à perdre leur logement à un moment donné. Et puis, on a des causes quand même, une très grande source flux de personnes sans domicile sont les flux migratoires. Et voilà. Donc, si on regarde sur la décennie passée, effectivement, depuis 2012, on est quand même en 2012 sur un moment donné où la crise
de 2008 commence à produire des effets économiques en France, sur les ménages, donc fragilité économique. Et ensuite, plutôt vers 2015-2016, les effets des crises géopolitiques qui ont conduit beaucoup de personnes à venir chercher l'asile en Europe et en particulier en France. Donc en fait, on a cette conjonction probablement de deux grands facteurs qui a conduit à l'augmentation importante du nombre de personnes sans domicile en France sur cette dernière décennie. Et juste à cela, peut-être ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il y a une grande étude qui avait été faite au Canada sur notamment l'équivalent du programme Un chez soi d'abord, mais qui est At Home chez soi, où ils ont suivi les personnes et ils se rendent compte qu'en fait, ils vont avoir un groupe de personnes qui, à un moment donné, va rester sans domicile, un groupe de personnes qui va avoir un accident de vie, donc qui va être sans domicile pendant un temps donné et puis va retrouver un domicile, et puis des gens en fait pour lesquels ça va être fluctuant. Voilà. Ils vont avoir des périodes sans domicile et des périodes avec domicile. Donc, à ces éléments qu'a dit Emmanuel, il faut aussi imaginer cette dynamique un peu en 3 dimensions, avec pour les individus des choses qui vont être aussi inhérentes à leur propre parcours, voilà, et à la complexité de leur parcours. Les 2 facteurs d'augmentation, si j'ai bien compris, ce serait donc en deuxième, peut-être l'immigration. Et en premier, vous aviez dit quoi, pardon? Est-ce que vous pouvez juste répéter ce que vous avez dit, monsieur Hénin? Les crises économiques, la fragilité économique, la crise économique, ok. La précarisation d'un certain... Okay. Voilà, Après, l'indicateur nombre de personnes sans domicile ou à la rue, c'est un indicateur parmi d'autres qui montre la précarisation de la société, évidemment. Les taux de chômage, les bénéficiaires des minima sociaux, tout ça ce sont des indicateurs qui corroborent des analyses d'une situation sociale dans un pays. Oui, moi j'avais fait une vidéo où j'avais rencontré des gens d'un bidonville de Paris, comme il y en a souvent là, qui s'étaient un peu déplacés partout. Ils avaient été au Canal et puis ils étaient virés toujours plus loin. Et donc je les avais rencontrés à Saint-Denis. Et j'avais rencontré des demandeurs d'asile qui étaient là depuis, donc il me semble, des Afghans, qui étaient là depuis un moment. Et en fait, quand ils appelaient le numéro pour faire leur demande d'asile, on leur répondait jamais, c'était toujours saturé. Et donc, par rapport à cette problématique donc, de l'immigration, si problématique il y a, c'est-à-dire si on n'intègre pas bien finalement les gens qui arrivent, c'est forcément un problème. J'en profite aussi pour parler de l'analyse de Julien Damon, le sociologue, dans son livre Qui dort dehors, je ne sais pas si vous l'avez lu, donc, qui dresse un peu un diagnostic comme ça, c'est de dire, en fait, la France, elle est généreuse sur le papier, et aussi parce que le droit d'asile, c'est un droit international qui nous est un peu qu'on est obligé de respecter, c'est dans les conventions internationales. Mais en application, finalement, comme ça ne suit pas, c'est presque pire, puisque du coup, par exemple, ils me disaient, ces Afghans, que quand ils allaient en Allemagne, ils avaient leur réponse de droit d'asile très rapidement, alors qu'en France, ça prend des plombes et des plombes. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de... Comment on appelle ça? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie à dire qu'on a un droit d'asile en France et tout ça, et puis finalement à rendre les choses pratiques un peu impossibles ou très difficiles, et puis c'est se tirer une balle dans le pied aussi, parce que ça fait des populations en souffrance, créatrices de problèmes qu'on retrouve partout, parce que on en parlera après pour la solution du un chez soi ou logement d'abord, mais des populations en souffrance et dans la rue, c'est des gens qu'on retrouve forcément dans les hôpitaux ou les prisons ou les commissariats Enfin voilà, ça coûte très cher à la société de ne pas s'en occuper, quoi. Donc, est-ce que vous faites le même constat que le sociologue Julien Damon, comme quoi il y aurait finalement une forme de facilité pour rentrer en France, et donc une forme de facilité en termes de frontières de rentrer en France, mais une difficulté incroyable à s'insérer dans la société, qui ferait qu'il y aurait tout un tas de gens qui resteraient un petit peu dans une zone où ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas la nationalité, et puis où ils sont contraints finalement, ne pouvant pas travailler, ils ne peuvent pas se payer de logement, etc., d'être juste pauvres et dans la rue. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous avez une analyse là-dessus?
Bon, bah alors nous, on est agent du ministère du Logement et de la Fonction publique, donc on ne se permettra pas de commenter les politiques migratoires en France. On n'a pas cette expertise et puis on n'a pas du tout ce mandat non plus de donner notre avis sur la manière dont c'est fait. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, bon, à la Dial en particulier, on travaille beaucoup sur l'intégration des réfugiés. Les réfugiés, donc les personnes qui ont obtenu le bénéfice de la protection internationale, hein, qui ne sont plus demandeurs d'asile, mais qui ont obtenu un statut. Effectivement, on travaille donc très en lien avec le ministère de l'Intérieur sur l'intégration, l'insertion. Ce qu'on peut dire, c'est que le logement, en particulier, c'est vraiment un très grand vecteur d'insertion. C'est pour ça que, évidemment, nous, on parle de logement d'abord en particulier. C'est à partir du moment où on peut positionner une personne sur un logement et lui permettre de se stabiliser, et bien derrière, on va faciliter fortement l'intégration, que ce soit socio-professionnelle, que ce soit sociale en général. Donc voilà. Après, sur les politiques d'insertion des réfugiés, voilà, je dirais qu'on a deux approches. Une approche qui est plutôt généraliste, c'est-à-dire les réfugiés qui n'ont pas de domicile sont des sans-domicile comme les autres. Et donc, on applique des politiques généralistes au même titre que l'ensemble des personnes sans domicile en France, quelle que soit leur nationalité. Et par ailleurs, on a une problématique plus spécifique qui est liée à la maîtrise de la langue française. Et donc là, on a besoin d'un accompagnement particulier. Et donc, le ministère de l'Intérieur, en particulier, finance beaucoup de dispositifs d'accompagnement spécifiques pour les personnes réfugiées pour en particulier pallier cette dimension de maîtrise linguistique. D'accord. Même réponse, Madame Esté-Carandy, sur cette question un peu Oui, bien houleuse. sûr. Oui, bien sûr. Enfin, moi, je n'ai pas de compétences dans le cadre de ma fonction et c'est pour ça que vous m'interviewez pour répondre à ça, hein, clairement. Donc, effectivement, Ouais, c'est un peu le problème des questions modernes où finalement on a tout un tas de problématiques et on n'est jamais face à quelqu'un qui les met, enfin, qui a le bouton sur tout, quoi. Bref. bah, oui, non, ça, Ou le président, peut-être. je sais pas. Alors, En tout cas, c'est Si pas. on rentre sur des questions politiques, de fait, Oui. on n'a pas, on est pas pour parler de questions politiques. Et effectivement, enfin, là, votre petite blague à part sur le président, c'est la bonne réponse, hein. Enfin, on a aussi en France des questions politiques, y compris sur le logement, hein, des vraies questions politiques, de choix politiques, qui ne nous appartient pas forcément de commenter, mais qui sont déterminants dans la manière dont derrière dans leurs résultats, hein, positifs ou négatifs. ok, d'accord. Alors, on va embrayer tout de suite avec le logement d'abord, hein. Vous avez pas trop réussi à vous retenir jusqu'à maintenant, vous en avez déjà pas mal parlé. Et c'est normal, hein, c'est votre quotidien. Mais donc, qu'est-ce que change concrètement la politique du logement d'abord par rapport aux solutions précédentes? Alors, je vais vous faciliter un peu le travail. Je vais commencer par dire que ces solutions est notamment inspirées d'expérimentations qui avaient été faites aux États-Unis ou en Finlande. Et qu'en Finlande, c'est grâce à donc, cette politique du logement d'abord, c'est-à-dire l'idée qu'on va, avant même que la personne ait montré aucune garantie que ce soit de sevrage ou de métier ou je ne sais quoi, ou de travail, on lui donne un logement et on voit après ce qui se passe. Eh bien, c'est le seul pays, la Finlande, qui, sur ces mêmes périodes où le nombre de sans-abri a explosé partout en Europe, eux, ils ont réussi à le diminuer fortement. Donc, est-ce qu'en France, on va réussir à faire la même chose? Ça fait quand même quelques années qu'on a la politique du logement d'abord et il ne semble pas que ça ait forcément résorbé le nombre de sans-abri. Je ne sais pas, vous allez me dire. Et sinon, à quoi ça sert? Où en est-on? Tu peux démarrer sur le cadre général ou tu veux que je démarre sur l'historique? Oui, l'historique est le principe, okay. Ce que ça change pour les personnes. Ouais. Ça marche. Alors, je démarre sur l'historique parce que le chez-soi est un peu à l'origine aussi de la mise en place
de ce principe du logement d'abord en France. Alors, effectivement, vous avez cité les États-Unis, ça nous vient des États-Unis, hein. Au départ, d'ailleurs, c'est venu parce qu'aux États-Unis, il y a deux phénomènes qui se sont conjugués, à la fois des gens à la rue, mais des gens aussi qui se sont retrouvés à la rue par la fermeture des hôpitaux psychiatriques. Et donc, on avait à la rue des gens qui avaient des troubles psychiatriques sévères, qui n'étaient absolument pas traités, qui avaient des addictions et qui étaient en rue. Donc, c'est là que un certain nombre de personnes, et notamment Sam Sunbury à l'époque, dans les années 93, mais même ça a commencé avant, aller voir ces gens à la rue et leur demander qu'est-ce que vous voulez. Et les gens ne disaient pas je veux un traitement, je veux me soigner, pas du tout. Ils disaient je veux un logement. Et Sam a eu l'idée de dire allez, on y va, banco. On propose directement un logement sans passer par une case où il y aurait de l'hébergement, du soin résidentiel, etc. Directement le logement, et c'est au sein du logement qu'on apportait les soins à ces personnes-là. Et il a eu l'idée assez géniale de combiner ça avec une grosse recherche qui a montré qu'effectivement, on était coût-efficace. Et c'est comme ça que ça a effectivement démarré aux États-Unis et qu'après, ça a pu être mis en œuvre au Canada avec aussi une très grosse recherche et puis dans plusieurs pays européens. Donc, le principe, c'est quoi? C'est de dire, c'est dans le logement qu'on va accompagner les gens. Tant qu'on est à la rue, finalement, tout ce qu'on peut faire, c'est du palliatif et ça n'a pas réellement d'impact pour le bien-être des personnes et leur qualité de vie et leur insertion. Donc, on n'a absolument pas l'obligation de passer par la case hébergement parce qu'au fond, ce n'est pas les mêmes compétences qu'on mobilise sur l'hébergement et sur le logement. Et donc, il n'y a pas nécessité de montrer que la personne est apte à être logée. Il n'y a aucun critère prédictif à cette fameuse capacité. En plus, quand les gens sont dans l'hébergement, on ne voit absolument pas si elles développent des compétences qu'elles auraient potentiellement dans le logement. Et moi, j'avais un collègue, quand on a démarré de chez soi, qui disait si on veut faire de la bicyclette, il faut avant tout vous donner une bicyclette. Voilà. Et donc, c'est ce principe-là, quoi. C'est-à-dire que si le principe, c'est effectivement, on propose aux gens directement le logement. On fait avec eux le bilan de ce qu'ils ont besoin comme type d'accompagnement ou pas d'ailleurs, et tout est apporté une fois que les gens sont dans le logement. C'est ça en fait le logement d'abord, et après ça repose sur le droit au logement bien évidemment, et sur un certain nombre d'autres principes autour de l'accompagnement, le type d'accompagnement qu'on propose. Mais vraiment c'est cette idée-là, si vous voulez, que une fois qu'on est posé, on est en sécurité et en intimité, à ce moment-là, effectivement, on peut aller vers ses propres choix, son insertion, etc. et développer ses compétences, parce que c'est aussi basé sur tout ce qui est autour de la dynamique de développement du pouvoir d'agir. C'est-à-dire, pour ça, il faut quand même avoir un minimum d'espace, on va dire, pour ne pas être contraint sur les questions très, très matérielles, finalement. Où est-ce que je vais dormir ce soir, ou comment je vais manger, etc. Donc, c'est Ok. ça le principe du logement d'abord. Et donc, on parle bien d'un logement qu'on vous donne et que vous gardez, parce que j'ai cru voir qu'en France, c'était parfois des sous-locations, c'est-à-dire on vous donne un logement pour un an et après vous en trouvez un autre. Alors, C'est quand pas on, vraiment, c'est pas vraiment un don de logement. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas un c'est logement pour toujours, c'est un premier logement, quoi. pas forcément, mais peut-être je laisse Manuel compléter sur D'accord. sur Hmm. ce qu'on met réellement en place sur le logement d'abord. Peut-être déjà bien comprendre ce que c'est que la distinction entre un hébergement et un logement. En fait, un logement, on peut le définir par trois dimensions. D'abord, une dimension physique, c'est-à-dire c'est des murs, un toit, une protection physique, évidemment. C'est le fait de ne pas être dans la rue. C'est aussi le fait Ni avec d'avoir... quelqu'un d'autre. Pardon? Pas dans la rue, ni avec quelqu'un d'autre. Bon, On est chez soi tout seul, quoi. on peut vivre avec d'autres gens dans son logement, malgré tout. Oui, oui, je vous ai dit, mais par rapport à la En différence de couple. l'hébergement. Oui, c'est effectivement le fait d'avoir un espace à soi, mais aussi, et on l'oublie parfois, d'avoir une clé, une serrure, d'avoir une boîte aux lettres avec son nom dessus, et finalement d'avoir voilà, cet espace qui nous appartient, entre guillemets. La deuxième dimension, c'est la dimension juridique, c'est-à-dire que quand on est dans un logement, on rentre dans le cadre d'un droit et du droit du logement. Je ne vais pas parler du droit au logement, mais du droit du logement, c'est-à-dire qu'on a un bail
si on est locataire, avec des droits, un certain nombre de droits qui sont afférents. On ne peut pas être mis à la rue comme ça, on ne peut pas, voilà, on peut pas vous donner congé sans un certain nombre de conditions, on ne peut pas vous faire payer, je ne sais pas, tel type de dégradation. Si, enfin, voilà. On a tout un cadre de protection quand on est locataire d'un logement. Et la troisième dimension, c'est une dimension plus personnelle, intime, comme disait Pascal, c'est le fait qu'on construit chez soi, enfin, dans son logement un chez soi et qu'on peut l'investir de sa propre personnalité. Et donc, le logement, c'est aussi un vecteur d'identité, en fait. Hein. On se construit par son logement et c'est pas seulement qu'on est protégé, bien sûr. C'est assez facile, en fait, à imaginer quand on pense à nous-mêmes, enfin, qui n'avons pas de problématique de logement. Évidemment, on investit notre logement, on le décore, on le personnalise, etc. Donc ces trois dimensions, ce n'est pas des dimensions qui vont de soi dans l'hébergement. Dans l'hébergement, effectivement, on peut être dans des espaces qui sont des chambres partagées. Alors on a beaucoup moins de dortoirs, en France, beaucoup moins de dortoirs, parce qu'on a mené de très grosses politiques d'humanisation des centres d'hébergement pour supprimer les dortoirs et faire des chambres individuelles ou collectives. Mais malgré tout, on n'a pas forcément la clé de sa chambre, on peut avoir une petite armoire avec une clé, mais on n'a pas forcément un endroit où on peut protéger mettre beaucoup d'affaires. On ne peut pas personnaliser sa chambre. Et on n'a pas une protection non plus d'occupation qui est aussi forte. Et puis, on n'est pas chez soi. Donc, si on n'est pas chez soi, on ne peut pas vraiment se projeter dans la vie. Donc ça, c'est une vraie différence. Alors après, ce que vous disiez, est-ce qu'on donne un logement ou est-ce que temporaire ou pas? Effectivement, comme disait Pascal, on ne nous donne pas de logement. On n'est pas dans une politique de don, on est dans un droit. On est dans le droit au logement, qui est un droit qui est dans la loi depuis maintenant 14 ans. C'est les 14 ans, voilà. Et donc, le droit au logement, ça veut dire que les personnes, si elles ont le droit, elles ont aussi des devoirs, évidemment. Et donc, parmi les devoirs, quand on est locataire, c'est de payer un loyer ou une redevance, c'est de respecter un certain nombre de règles, et c'est de rentrer dans un cadre de droit commun à un moment donné. Donc, en fait, nous, tout notre travail, c'est de permettre aux personnes d'accéder à ce logement et à ce droit au logement et ce droit du logement, mais ce n'est pas de créer finalement un droit parallèle à un droit d'exception où on aurait des logements gratuitement, etc. Donc, dès le départ, il y a paiement d'un loyer? En fait, bien sûr, dès qu'une personne accède au logement et qu'elle signe un contrat, soit effectivement un bail classique, soit dans certaines formes des contrats de résidence, par exemple. On a des résidences sociales, par exemple, où les personnes sont dans un cadre juridique un peu plus particulier, mais elles sont quand même dans leur studio, dans leur logement. Et bien sûr, elles payent un loyer qui, d'ailleurs, c'est un loyer, des charges aussi, comme tout locataire. Et après, on a des dispositifs de solvabilisation qui sont les aides au logement pour venir atténuer la charge de ce loyer. Et en fait, dans certains de nos dispositifs, on a des dispositifs de solvabilisation très importants. Par exemple, dans les résidences sociales, en fait, on va toucher plus d'APL que si on est locataire classique dans le parc privé, parce que les niveaux sont plus importants de manière à avoir des restes à charge qui sont vraiment abordables pour les personnes. Et puis, on peut avoir des dispositifs de logement, ce qu'on appelle nous logement adapté, où on va faciliter finalement la relation locative avec une association, par exemple, qui va être effectivement locataire en titre principal et qui va pouvoir avoir un sous-locataire. Ça, effectivement, c'est un peu intermédiaire, hein. C'est un droit un peu dégradé, mais ça reste une solution où les personnes sont dans leur logement. Et puis, on va avoir, voilà ce que je disais, résidence sociale, d'autres dispositifs un peu plus spécifiques comme des pensions de famille qui sont des petites résidences sociales où les personnes vivent en semi-collectivité. En fait, elles ont leur logement mais des espaces collectifs pour aussi ne pas justement souffrir de l'isolement. Donc voilà, on a un panel d'offres d'habitat. On n'est pas obligé de se dire qu'on va tous habiter dans une baraque HLM ou dans un pavillon, mais on a un panel d'habitat et la question c'est comment chacun peut accéder aussi au logement auquel il aspire, quoi. Alors justement, la question que j'allais vous poser, c'est qu'en France, donc depuis un certain nombre d'années, plusieurs dizaines d'années, le logement social, il n'appartient en général pas à l'État, il appartient à des bailleurs sociaux, hein, arrêtez-moi si je me trompe. Et ce sont ces bailleurs qui choisissent leurs locataires traditionnellement. Enfin, les maires, etc., et les gens qui ont participé aux aides et au financement du logement social peuvent proposer des personnes
mais au final, c'est le bailleur qui choisit qui il prend dans son logement social. Et donc, peut-être aura-t-il tendance à prendre les gens qui montrent des garanties. Comment, je... Arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais comment ça se marie avec le logement d'abord, où on est avec des gens qui n'ont pas la moindre garantie? Bah, pas la moindre garantie. Encore une fois, les situations sont extrêmement diverses, Oui, hein. mais prenons une personne qui est dans la rue depuis 5 ans, qui n'a pas de métier, qui n'a pas de compte en banque, peut-être, voilà. Alors, effectivement, les logements sociaux sont dans des parcs de bailleurs sociaux qui peuvent être d'ailleurs de statuts très différents, statut privé, mais aussi beaucoup de statuts publics, hein, des offices HLM, etc. Euh, et il y a ce système que vous avez décrit de réservation. En fait, ceux qui ont financé le logement social ou contribué au financer ont des droits de réservation, c'est-à-dire que parmi les logements qui sont libérés, ils peuvent proposer le ou les ménages qui pourront passer en commission d'attribution. Donc, par exemple, l'État a un contingent, ce qu'on appelle les contingents, et il peut Le contingent réserver. préfectoral. Voilà, il a le contingent préfectoral qui lui permet d'avoir droit de réservation sur 30% des logements sociaux des bailleurs. Donc, c'est dans ce contingent-là qu'on arrive à faire du logement d'abord, c'est ça? Alors, c'est dans ce contingent-là qu'effectivement, on arrive à faire du logement d'abord, d'une part parce que le préfet a obligation sur son contingent de reloger des ménages prioritaires, parce que dans la loi, il y a toute une liste de ménages qui sont prioritaires pour le logement social. Et Mhm. après, par ailleurs, chaque autre réservataire, donc les autres réservataires, ce sont les collectivités, donc en particulier les communes, les intercommunalités, les départements, les régions un peu moins, mais beaucoup les communes et les intercommunalités. Et puis, c'est Action Logement, donc Action Logement qui est à la fois un bailleur et un grand financeur du logement social. Et puis, ce sont les bailleurs eux-mêmes. Ils ont un parc de logements qui leur reste, qui n'est pas réservé, et sur lequel ils peuvent proposer des attributs des ménages. Tous ces réservataires, en fait, ils ont des obligations qui sont fixées dans la loi de proposer les logements et d'attribuer des logements à des ménages prioritaires. Donc, en fait, ils doivent réserver au moins un quart de leurs attributions à des ménages qui sont prioritaires au titre de la loi. Donc, c'est pas vraiment chacun fait ce qu'il veut, d'une part. Il y a cette obligation légale. Et après, localement, il y a un système d'organisation Et, locale qui est piloté par l'intercommunalité qui va déterminer aussi la part que chacun doit prendre dans le relogement des ménages en difficulté. et Et ça, à c'est partir vrai de pour tous les types de logements ou seulement les PLAI ou les tous les types de PLUS? logements sociaux, ouais, tous les types de logements sociaux, absolument. D'accord. Parce Et que si une personne n'a pas les revenus pour aller dans un... Donc, je précise quand même, les PLAI, c'est donc les logements très sociaux avec une énorme prise en charge et un reste à charge très faible, tandis que les PLUS, c'est plus les logements sociaux qu'on connaît habituellement, qui représentent 80% il me semble, du parc social, où on a simplement des loyers qui sont aidés, mais pas autant que les PLAI. Et donc là, par exemple, pour les PLUS, pour les logements sociaux, ils sont obligés de proposer un quart de personnes donc qui ont vraiment besoin, on va dire, des logements. On pourrait s'étonner pourquoi un quart, pourquoi pas 100%. Et, euh, et comment il y a aucune condition de revenu, du coup, comment on alors, s'assure qu'ils vont pouvoir payer? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, effectivement, cette obligation, elle s'applique à l'ensemble de leurs attributions. Elle ne s'applique pas par catégorie de logement. Mhm. Deuxièmement, les ménages, effectivement, qui sont proposés passent en commission d'attribution où on étudie leurs revenus, en partie leurs ressources en particulier, pas que leurs revenus du travail, mais toutes leurs ressources. Donc, quand vous dites Euh, c'est pas par particularité de logement, c'est-à-dire que souvent, c'est des PLAI dans lesquels on met les gens les plus bah, précaires. oui, les personnes qui ont en tout cas des ressources les moins importantes, les plus faibles, vont être fléchées plutôt vers les logements qui ont des loyers les plus faibles, D'accord. évidemment. Mais donc voilà, il y a une appréciation évidemment des revenus des ménages et s'ils ne sont pas en capacité de payer du tout, s'ils ont zéro ressource, effectivement, Mhm. ça pose un problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a en particulier un problème sur les jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas le bénéfice du RSA parce que
du coup, s'ils n'ont pas de revenus, soit Du de tout. revenus de travail, soit de revenus personnels, soit de revenus de formation rémunérée, etc., c'est très compliqué de pouvoir leur proposer une location. Et Mais ce qu'on appelle la garantie jeune, ça ne peut pas remplacer le RSA moins de 25? C'est pas pérenne, en fait, aussi, le problème de la garantie jeune. C'est un temps donné. pas un minima social, hein, c'est Hmm. un type de contrat qui peut être conclu pour une durée limitée de manière à accompagner vers, quoi, accompagner D'accord. vers l'emploi ou accompagner vers la formation, mais c'est Ok. pas du tout Donc, c'est le pas RSA. périn pour payer un loyer comme le RSA qui garantit à vie si jamais on ne trouve pas autre chose, quoi. Ok. Et donc voilà, et donc là, après, tout le travail, effectivement, c'est que certaines personnes ont des difficultés à gérer leur budget, des difficultés sociales, des difficultés d'ordre divers, et donc il faut qu'on puisse les accompagner dans le logement, et c'est pour ça que nous, on travaille sur le financement, l'État, mais aussi les conseils départementaux, les métropoles, sur le financement de dispositifs, en fait, qui accompagnent les personnes, donc ce sont des travailleurs sociaux qui... vont, pendant une durée plus ou moins longue, être présents auprès de la personne pour faire avec elle leur démarche, leur, faire de la médiation éventuellement aussi avec l'environnement, avec le bailleur, avec le voisinage, avec le quartier, pour les aider à s'approprier à la fois leur logement, les obligations dues euh, à leur statut de locataire, à s'approprier leurs droits aussi en tant que locataire, et puis s'approprier leur quartier, leur environnement, etc. Donc ça, c'est en fait un des deuxièmes piliers du logement d'abord, c'est-à-dire le logement d'abord, c'est l'accès au logement et le bénéfice d'un accompagnement pour les personnes qui en ont besoin, et on essaye de travailler sur cette finesse de l'accompagnement pour que cet accompagnement il soit au plus proche justement des besoins de chacun, quoi. Hmm. D'accord, oui, j'ai vu les vidéos que m'avait envoyées par exemple Monsieur Chevreau sur des gens qui expliquent qu'ils se sont sentis bien accompagnés, etc., tout au long du processus. Ok. Bon, abordons une question qui fâche. Est-ce qu'il y a suffisamment de logements, notamment dans les zones denses, pour pouvoir faire du logement d'abord? Autrement dit, pourquoi on a un nombre de sans-abri qui continue à croître, même avec ce nouveau dispositif? Est-ce qu'il est généralisé d'ailleurs ou pas encore? Bah, Bah, enfin, le logement d'abord, c'est pas un dispositif, en fait. C'est un principe d'action. Mais est-ce Alors qu'il est après, généralisé sur toute la France? bien sûr, Ça il y est? commence à rentrer. Enfin, ça y est. C'est un principe d'action qui aujourd'hui guide les politiques publiques. D'accord. Parce que je sais Voilà. qu'il y a des expérimentations qui ont duré un certain nombre d'années, que jusqu'à récemment, c'était en priorité dans certaines villes. Là, maintenant, c'est harmonisé sur Alors, tout le territoire. c'est-à-dire mais peut-être Manuel, tu parles des territoires de mise en œuvre accélérée du logement non, d'abord. mais Euh, c'est un c'est une principe chose de différente. politique Voilà. publique, effectivement, où on décide qu'on va mettre l'accent sur l'accès au logement plutôt que sur l'hébergement des personnes. Et donc, on va travailler en particulier sur la sortie de l'hébergement. Voilà, donc après, ça embarque d'enjeux, plein de changements dans les pratiques, dans les partenariats au niveau local, dans les manières de financer, dans les compétences qui sont requises, etc. Donc c'est un travail au long cours, mais en tout cas, évidemment, c'est un principe qui est généralisé, et c'est pas certains départements décident de continuer à faire comme avant et d'autres doivent changer leur manière de faire. Tout le monde doit changer ses manières de faire. D'accord. Là ça c'est clair. Donc Donc, nous, ce moi, qu'on j'avais discuté au moment de la journée de la DIAL, donc il y a pas mal de mois déjà, avec des gens qui s'occupaient du logement d'abord dans le 93. Et donc, eux, ils manquaient de logement. C'est-à-dire, il y avait d'autres endroits comme à Dijon où ils en avaient, si mes souvenirs sont exacts, où ils en avaient plutôt ce qu'il fallait, quoi. Et puis d'autres zones plus tendues où là, ils en manquaient. Et puis, ils savaient bien qu'il n'y en aurait pas forcément pour tout le monde, quoi. Donc, est-ce qu'il y a suffisamment de logements? Oui, non. Bah non, non, de fait, aujourd'hui, il y a une crise du logement dans les grandes métropoles, dans ce qu'on appelle les zones les plus tendues, évidemment. Donc, la métropole parisienne
en premier lieu, mais aussi un certain nombre d'autres endroits en France, des zones, pour plein de raisons, hein, des zones frontalières par exemple, c'est des zones très tendues, les zones littorales c'est des zones très tendues aussi parce qu'il y a beaucoup de résidences secondaires. En Île-de-France ou dans les grandes métropoles, on a aussi beaucoup de meublés touristiques, hein, c'est-à-dire ceux qui sont meublés sur des plateformes de location temporaire. Mhm. Tout ça, ça Et mobilise pourquoi c'est très tendu au niveau des frontières aussi? parce qu'on a beaucoup de travailleurs frontaliers, par exemple les frontières avec la Suisse ou avec l'Allemagne, on peut avoir des personnes qui Donc il y a une concentration des populations qui logent en France où c'est c'est assez peut-être moins cher. recherché Hmm. comme lieu. Il y a des secteurs attractifs en fait parce qu'il y a de l'emploi, parce que D'accord. il y a des bonnes conditions de vie, voilà. Et donc parce que c'est bien connecté, évidemment. Par exemple, tout l'est de la France, c'est très bien connecté en transport, en réseau, etc. Ok. Et après, en France, on va avoir des secteurs qui sont plus en déprise entre guillemets. Ou qui sont en décélération démographique, en décroissance démographique, qui peuvent être en perte les bassins d'emploi qui s'essoufflent, etc. Et là, on va avoir des flux, des migrations à l'intérieur de la France où les personnes vont faire de l'exode rural, ou etc., ou aller vers les grandes métropoles, les grands centres urbains. Et donc, on va avoir des logements qui se libèrent. Donc, on a plutôt un déséquilibre de logements en France avec dans certaines zones, un manque de logements parce que c'est des zones très attractives, concentration des emplois, des services, des institutions, des réseaux, etc. Aussi d'ailleurs des réseaux de solidarité, hein, parce qu'on sait que les grandes villes sont attractives, en tout cas concentrent Pour cette les situation. sans-abri. Hmm. Oui, parce qu'il y a aussi des offres de services pour ces personnes qui sont très importantes. Et puis, on a d'autres secteurs où, en fait, aujourd'hui, effectivement, on a plein de logements. On a plein de logements qui se dégradent aussi. Euh, voilà, on a plutôt un D'accord. déséquilibre géographique aujourd'hui qui, du coup, nous amène aussi à des interrogations sur l'aménagement du territoire. Voilà, enfin, évidemment, le sans-abrisme, ça embarque aussi tous ces sujets-là, quoi. Pardonnez la naïveté de ma question, mais si les logements sont de plus en plus chers par un bon vieux mécanisme capitaliste, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir de plus en plus de construction de logements et pourquoi on est en crise en fait? En fait, on est en crise de logement abordable aussi. C'est ça le sujet. C'est pas tant construire du logement. De toute façon, si on ne construit pas du logement qui est adapté aux ressources des personnes qui cherchent du logement, en fait, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, c'est pour ça Hmm. qu'il y a un effort à faire sur le logement social. Et ça, c'est bon, un travail. Là, la ministre a réannoncé des objectifs ambitieux pour aussi rebondir après l'année 2020 sur la production de logements sociaux. Et après, il y a un autre sujet aujourd'hui en France, c'est l'adaptation des logements à la typologie de la demande, ce qu'on appelle la typologie de la demande, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a construit en fait pendant ces dernières décennies beaucoup de logements familiaux parce que les communes, par exemple, veulent attirer des familles pour garder un certain dynamisme, pour avoir des écoles, etc. Et on a aujourd'hui un déficit qui est généralisé, enfin en tout cas dans la plupart des territoires, un déficit de petits logements pour des personnes isolées. Et nous, dans nos publics, les personnes les plus précarisées, il y a des familles, mais il y a aussi beaucoup de personnes isolées, soit des hommes âgés, mais aussi de plus en plus de femmes, de jeunes. On parlait des jeunes en rupture familiale ou Mhm. jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. Donc, on a à la fois ce double décalage, je dirais, sur les niveaux de loyer qui sont en inadéquation avec les niveaux de ressources et sur les typologies qui sont en inadéquation avec les ménages qui recherchent des logements aujourd'hui, quoi. D'accord. J'avais lu une statistique sur votre site, c'était que les bailleurs avaient construit 65 000 logements en France en 2015 et 2016, c'était 64-65 000, mais seulement 60 000 par an en 2017 et 2018. Pourquoi on n'est pas censé essayer d'accélérer ces choses-là, quoi? Pourquoi l'État n'intervient pas pour qu'on construise plus? Je ne sais pas exactement à quoi vous faites référence. C'est des logements sociaux Oui, oui, pardon, c'était les bailleurs sociaux dont je parlais. parce que
Alors, je ne sais pas exactement voilà, à quoi vous faites référence. Aujourd'hui, les chiffres du logement social, c'est plutôt aux alentours de 110 000 logements agréés par an. Oui, mais ça, c'est Euh, les logements agréés, donc c'est pas forcément les nouvelles constructions. d'accord, ça, c'est des chiffres vraiment de logements mis en service ou c'est des... Oui, je pense que c'est les constructions. Alors, je maîtrise pas les dynamiques et qu'est-ce qui s'est fait chaque année. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une volonté. Alors, encore une fois, les politiques de construction, ce ne sont pas que des politiques qui dépendent de l'État, hein, c'est des compétences des collectivités territoriales Mm. et de l'État, hein, c'est paritaire, et des bailleurs sociaux, évidemment. Donc, il y a ce qu'on appelle le Fonds national des aides à la pierre, qui est un organisme paritaire qui réunit tous ces acteurs et qui décide de la stratégie de construction et des moyens alloués à la construction de logements sociaux. Mhm. Ils ont décidé dès 2018 de remettre l'accent sur justement les PLAI, hein, ce que vous disiez tout à l'heure, les logements les plus sociaux, avec un objectif de 40 000 PLAI par an qui n'a pas été atteint, mais qui n'a jamais été atteint, hein. C'est-à-dire que il y a encore quelques années, on faisait plutôt 20 000, 25 000 PLAI par an. En 2016-2017, on est monté à 35, 36 000. Mhm. Et donc l'objectif était d'aller à 40 000. On n'a pas atteint ce chiffre. En 2020, il y a eu une chute qui est liée à la La crise. pandémie. Mhm. Et la ministre a refixé un objectif de 45 000 PLAI pour l'année prochaine et pour l'année suivante. Donc, de fait, on a ici, il y a une volonté forte d'accroître la construction, ça c'est Mhm. clair. Et derrière, monter un projet, c'est quand même des projets immobiliers. Il faut trouver du foncier, il faut acquérir le foncier. On parle de rareté du logement, mais aussi rareté du foncier, hein, sur les zones tendues. Mhm. Il faut avoir le permis de construire, il faut réaliser la construction. Enfin, tout ça, derrière, c'est évidemment des opérations qui ne sont pas juste de la bonne volonté, mais derrière, c'est des grosses opérations, quoi. Donc, Mhm. il y a cette volonté de faire. Après, nous, c'est vrai qu'il y a un sujet sur lequel, quand même, il est intéressant d'appuyer, parce qu'on en parle pas mal depuis tout à l'heure, c'est la collaboration entre l'État et les collectivités. En fait, on se rend compte que ce soit pour la construction ou pour l'accès au logement ou pour l'accompagnement des personnes sans domicile en particulier, euh, la responsabilité, elle est partagée en fait. Ce n'est pas l'État qui est responsable aujourd'hui à 100%, ce n'est pas les collectivités qui sont responsables à 100%, c'est une responsabilité partagée de la puissance publique en fait. Du coup, c'est pour ça que dès 2018, en fait, on a voulu accentuer notre travail avec les collectivités territoriales. Donc, on a lancé ce qu'on appelle les territoires de mise en œuvre accélérée du logement d'abord, où on s'est dit qu'on allait travailler avec les collectivités volontaires. Et du coup, depuis 2018, avec la plupart des grandes métropoles françaises, des conseils départementaux, des communes aussi, on travaille sur des plans territorialisés. Parce qu'en fait, le sujet aussi, c'est que, voilà, je l'ai un peu esquissé tout à l'heure, mais les situations, elles sont vraiment très différentes entre territoires, les problématiques vont être différentes les solutions vont être différentes. Et l'écosystème d'acteurs va être différent aussi. On n'a pas tous partout les mêmes compétences, les mêmes acteurs, les mêmes richesses d'acteurs, etc. Mhm. Mais Mhm. peut-être juste par rapport à votre question sur le logement d'abord et finalement à quoi ça sert. C'est-à-dire que le logement d'abord est un principe d'action et dans le plan stratégique qui a été mis en place, l'idée c'est de travailler sur l'ensemble des champs. Donc à la fois la construction de logements, Manuel l'a dit, à la fois mettre en avant le fait que l'hébergement n'est pas un passage obligatoire et que l'idée c'est que les personnes puissent aller directement dans le logement. À la fois avoir des stratégies d'accompagnement qui sont les plus fines possibles par rapport aux besoins des personnes et adaptées aux besoins des personnes. Et enfin, la question de la prévention des expulsions locatives et de la territorialisation. Donc, le fait d'avoir un plan qui embrasse l'ensemble des champs et a une cohérence sur l'ensemble des champs, c'est ça qui va nous permettre de faire levier d'action, tout en s'appuyant, comme l'a dit Manuel, sur le territoire en fait et en Oui, oui, oui. fonction des problématiques de chaque territoire. Et on est quand même allé, sur les 2 dernières années, il y a 235 000 personnes qui ont été logées depuis le lancement de cette stratégie. Alors, c'est sûr que ça paraît une mini goutte d'eau par rapport aux problématiques, mais c'est quand même un chiffre sur lequel on insiste. Donc, c'est sûr qu'entre-temps, il y a eu la crise de la Covid avec les problématiques de pauvreté, il y a eu de la migration, Mhm. etc. Donc, on voit Je, très je- peu ces résultats. je- je me permets d'aborder ce sujet parce que il me semble qu'en France, il y a
l'État participe surtout en supprimant des impôts, c'est-à-dire pour les bailleurs sociaux. Les bailleurs, ce qu'ils font surtout, c'est d'emprunter à la Caisse des dépôts pour 75% donc en général des budgets. Après, ils empruntent à il y a différentes collectivités qui peuvent subventionner, mais ce que fait l'État, lui, c'est simplement, en dehors des collectivités, c'est simplement des aides fiscales à la voilà, construction, c'est simplement des aides à fiscales. l'origine, Ce qui a été fait en Finlande pour diminuer drastiquement, donc si on parle un peu d'argent, ce qui a été fait en Finlande, c'est qu'ils ont mis 270 millions d'euros assez rapidement pour racheter plein d'appartements ou en construire, pour les rénover, etc. C'est l'État lui-même qui a investi pour que ça aille plus vite et pour faire les choses. En France, on reprend le mot chez soi d'abord, on reprend le principe chez soi d'abord, mais je ne vois pas la volonté de racheter massivement du logement et d'en faire du logement social très aidé. Donc, on peut se dire, on veut des objectifs de construire 40 000 PLAI, c'est dommage si on ne les fait pas. Mais l'État pourrait aussi racheter des logements et les transformer en logements sociaux. Pourquoi? Parce que c'est rentable, tout simplement. Si on veut une vision déshumanisée, c'est rentable. Parce que la Finlande a calculé que toutes les personnes qu'ils avaient mis à l'abri, qu'ils avaient mis dans des logements périns, ils avaient économisé environ 15 000 euros par personne et par an en frais d'hôpitaux, en frais de prison, en frais c'est des maladies mentales qui sont évitées, puisque évidemment, vous n'êtes pas sans savoir, mais je le rappelle pour nos spectateurs, vous n'êtes pas sans savoir que plus on reste dans la rue, plus on est susceptible d'avoir des maladies mentales qui de plus en plus graves, etc. Donc, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de faire une forme de greenwashing, mais pour le logement, en prenant les mots, en prenant les principes, mais en n'ayant pas le financement du logement. Parce qu'en Finlande, je disais 270 millions, ils sont 12 fois moins qu'en France. Ça voudrait dire qu'en France, ce serait investir au moins 3 milliards dans des logements assez rapidement, les acheter et mettre des gens dedans, quoi. Ce serait ça le logement d'abord à la finlandaise en France. Est-ce que c'est pas ce qui est fait? On attend que les bailleurs nous donnent des PLAI. Est-ce que je me trompe? Je ne sais pas si vous vous trompez, mais je pense qu'on peut dire quand même que, en fait, il faut, enfin, c'est vrai je pense qu'on se demande tous pourquoi on ne peut pas claquer des doigts et qu'il n'y ait plus de sans-abri en France. Le sujet, c'est qu'on est quand même dans un état, enfin, dans un contexte institutionnel. Enfin, on ne peut pas en faire fi malgré tout, même si c'est toujours assez attirant de trouver que les choses pourraient être plus simples si elles étaient plus simples. Mais en fait, aujourd'hui, l'État il y a des politiques de décentralisation depuis plusieurs décennies. Il y a des politiques de partage des pouvoirs, de partage des compétences. Et en fait, il y a aussi, je pense, vous le savez, des divergences politiques. Le logement, c'est un sujet extrêmement politique au sens propre. Il y a des positions politiques qui sont vraiment Oui, mais différentes. je comprends les positions Non, mais politiques. c'est Juste une important. seconde, je comprends les positions politiques quand on dit ça coûte de l'argent d'aider les gens. Mais là, de voir que ça économise de l'argent d'aider les gens, normalement, il n'y a pas de position politique à Si vous avoir. Je pense voulez, qu'en fait, si vous voulez, c'est pas. Enfin, c'est en ça que je dis qu'il ne faut pas avoir peut-être une vision trop simpliste de la chose. C'est que derrière, certains maires, par exemple, ils n'ont pas envie qu'on achète des logements dans leur commune pour y mettre des personnes en situation de précarité. D'autres maires, ils vont être très proactifs sur ce type de politique. Et c'est pas à l'État d'intervenir dans ce sens. Donc, Pourquoi pas? premièrement, il y a une question vraiment de partage aujourd'hui des pouvoirs et d'un État institutionnel qui fait que l'État n'est pas Attendez, totalitaire et ne décide pas où on va, enfin tout ce qu'on va faire et où on va envoyer les gens. Parce que derrière, on pourrait aussi se dire, et cette remarque revient souvent, pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas les personnes sans domicile dans les endroits où il y a du logement? En fait, en France, non, il n'y a pas ce système d'allocation géographique des gens. Donc, on n'est pas dans un régime où à 18 ans, on nous affecte dans un territoire, on nous demande d'aller y vivre. Donc, de fait, on est aussi dans des parcours personnels, dans des dynamiques qui sont complexes et où on n'est pas en maîtrise de l'ensemble de cette situation. Donc, on peut avoir cette discussion, mais je pense que le sujet, c'est pas juste pourquoi on peut pas, l'État peut pas décider aujourd'hui d'acheter des logements dans Paris
pour y loger des personnes, parce que c'est pas réaliste en fait. Enfin, moi, je veux bien qu'on m'explique, mais ça ne paraît pas réaliste d'un Pourquoi point de c'est vue. pas réaliste? Et parce que, mais je sais pas, peut-être vous n'avez pas conscience du jeu politique qu'il y a derrière ça, peut-être. Mais en fait, l'État n'intervient pas dans la vie des communes pour y acheter du Bah, parc, quoi. vous C'est-à-dire prenez l'État. l'exemple de Paris. À Paris, il y a 17% de logements qui sont vides, c'est-à-dire pas des résidences secondaires ou je ne sais quoi, des logements qui sont vides. Par exemple, qui sont parfois oubliés par leurs propriétaires ou par des banques, ou etc. Euh, la mairie demande à l'État de s'en saisir, de se saisir de ce problème. Donc là, on n'est pas dans le cas d'une mairie qui dit n'achetez pas des logements pour loger les gens. On est dans le cadre inverse. Juste peut-être pour revenir sur la Finlande, parce que vous parlez beaucoup de la Finlande. Donc, Oui. moi, je travaille beaucoup avec les collègues de la Finlande, puisque effectivement, on a monté notre programme chez soi d'abord en lien avec le hub européen et notamment les Finlandais. Il faut quand même voir qu'effectivement, en Finlande, vous l'avez dit, on est quand même beaucoup moins nombreux. La question de la migration n'a rien à voir. On est sur du consensus politique. Ils se sont basés là-dessus, consensus politique associatif. Et la question de la tension sur le logement n'a rien à voir. Je ne sais pas si vous êtes allé en Finlande, mais vous sortez de l'aéroport, vous arrivez à Helsinki, vous avez des terrains partout. Et effectivement, on était allé visiter un certain nombre de choses qu'ils avaient fait. Et effectivement, ils ont construit aussi beaucoup de logements dans des terrains qui étaient totalement disponibles. Donc, on n'est pas sur de la tension du foncier comme on l'est en France. Et ensuite, effectivement, sur l'investissement qu'ils ont mis, certes, ils ont logé des gens, mais ça n'a rien à voir avec le nombre de personnes qu'on loge en France et les besoins qu'on a en France. Et si on regarde, par exemple, sur le chez-soi d'abord, on va quand même d'ici fin 2023 servir plus de 4000 personnes pour 20 millions d'euros. Et c'est vraiment en plus le genre de personnes qui est, on va dire, les gens qui sont les plus difficiles à loger et qu'ils n'arrivent pas à loger en Finlande. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez leurs diagrammes et leurs courbes, effectivement, ils ont logé une grande majorité de gens qui étaient, entre guillemets, plus facilement accompagnés vers le logement, et c'est tout à fait à leur honneur. Mais reste cette frange de population qu'on appelle les personnes à besoins élevés, qui vraiment posent problème et pour lesquelles il faut investir beaucoup. Et cela, on voit que la frange qui est en train, qu'il faut diminuer, reste quand même toujours à peu près la même en Finlande. Donc, en fait, je crois que c'est compliqué de comparer les deux pays. Et en France, on a énormément investi pour ces gens dont vous parlez, qui ont des maladies mentales, qui sont à la rue, qui vont mourir 20 à 30 ans plus tôt que la population, même 30 à 35 ans plus tôt que la population générale. Et donc là, on a fait un véritable effort. Et en plus, la France est le seul pays d'Europe où on a investi sur la santé sur ces questions-là. Donc vraiment, voilà, on peut voir toujours le verre à moitié vide. Et je pense qu'il faut effectivement être questionner là-dessus, et je suis tout à fait d'accord avec vous et poser toutes ces questions. Mais en même temps, je pense qu'il faut aussi voir quand même qu'il y a des choses positives qu'on a pu faire. Et voilà, parce que on met toujours la Finlande comme un modèle absolument extraordinaire sans essayer de comparer ce qui est comparable. Ils ont des politiques sociales qui sont aussi beaucoup plus favorables que nous, l'accès au logement et l'accès à l'emploi, etc., etc. Donc, c'est assez compliqué. Et je pense que la France essaie, alors avec toutes les limites qu'il peut y avoir, les difficultés, parce qu'on a en France, que disait Emmanuel, on a d'un côté cette difficulté d'avoir un éparpillement des obligations de chaque acteur, que ce soit les communes, etc. Enfin, je ne trouve plus le terme exact. Mais en même temps, ça nous donne de la richesse. Ça donne une richesse considérable avec, et on le voit dans ces territoires de mise en œuvre du logement d'abord, territoires accélérés, des Une initiatives. adaptabilité de… Ouais, et puis des initiatives qui sont partout et qui frémissent et qui sont super intéressantes. Donc voilà, et je pense quand même qu'en France, alors je ne défends pas le chez-soi, j'y suis assez attachée, mais ce n'est pas pour le défendre, mais on a fait le choix à un moment donné de s'attaquer à ce qui est le plus difficile. À l'époque, en plus, il n'y a aucun effet partisan de l'affaire, puisque ça a commencé sur un gouvernement d'une couleur politique, ça a continué sur une autre, voilà. Et donc, vraiment, en se disant, on ne peut pas laisser des gens malades à la rue sans accès aux soins, et en se disant la première réponse, c'est le logement. Donc oui, on essaie par plusieurs bouts. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont un peu éparses sur le puzzle. On n'a pas eu de chance collectivement en Europe parce qu'on a la crise migratoire, on a la Covid, on a la pauvreté, on a Oui, etc. oui, mais bon, Mais bon, on a quand même essayé, si vous voulez, de s'attaquer à des pans de ces difficultés qui ne sont pas évidentes.
Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Oui, Et, mais voilà. vous parlez de politique. Moi, je vais vous citer un tableau qui est en page 98 du bouquin de Julien Damon. En 2002, il n'y avait pas de nuit d'hôtel qui était payée aux sans-abri. En 2004, il y avait 7000 nuitées d'hôtel qui étaient payées aux sans-abri par an. En 2017, c'était 45 139 nuitées d'hôtel qui ont été payées à des sans-abri. 45 139. Alors, je veux bien que ce soit politique de ne pas acheter du logement, mais dans ce cas, c'est politique aussi de payer des nuits d'hôtel qui coûtent beaucoup plus cher. Je comprends pas, moi. Non, mais on ne laisse pas les gens à la rue quand ils ont Peut-être des pour- enfants. C'est ça, Pardon? les hôtels. Mais alors, du coup, on, Pardon. on veut pas voir le problème et on le gère que dans l'urgence et du coup, on paye des nuits d'hôtel qui coûtent encore plus cher que de s'attaquer au problème. Enfin, j'ai l'impression qu'on perd énormément d'argent à pas s'attaquer au problème sur le long terme. Voilà. Peut-être que je me trompe, arrêtez-moi, mais. On a une politique qui vise à, justement, en alternative à ces nuitées d'hôtel et à ces dispositifs d'hébergement, inciter et faciliter la mise en location des logements privés pour des personnes en situation de précarité ou des personnes qui ont des parcours de rue. Donc en fait, l'État et les départements, hein, désolé d'insister à chaque fois sur la pluralité de ce jeu d'acteurs, mais c'est aussi la réalité de ce pays. Donc l'État et les conseils départementaux et les métropoles financent des associations qui sont agréées par le préfet, donc c'est des associations sérieuses qui vont en fait aller chercher du logement auprès de propriétaires bailleurs privés. Euh, pour leur proposer de les mettre en location à des ménages sans domicile ou en précarité, on va dire. Donc cette politique, en fait, elle repose sur plusieurs aspects. À la fois une sécurisation des risques pour le propriétaire, c'est-à-dire qu'on va lui assurer le paiement de son loyer, on va l'accompagner dans la gestion de son logement, voire gérer le logement à sa place et gérer en particulier les relations avec le locataire, de manière à pouvoir avoir qu'il ait à la fois sécurité, simplicité, tranquillité. Et puis par ailleurs, l'État, en plus de financer ces associations, pour la gestion locative et pour l'accompagnement des ménages, il va pouvoir offrir des bénéfices, des avantages aussi, avantages fiscaux. On parlait d'avantages fiscaux bailleurs sociaux, il y a aussi des avantages fiscaux bailleurs privés qui acceptent de se mettre dans ce type de dispositif. Et en particulier, on a un dispositif qui permet à des bailleurs de déduire jusqu'à 85%, enfin pas jusqu'à 85% de leurs revenus locatifs lorsqu'ils mettent leur logement en location auprès d'associations qui vont les mettre elles-mêmes en location pour des personnes en situation de précarité. Donc on a ce type de dispositif en fait. On n'est pas dans l'acquisition, on n'achète pas des logements dans le parc Est-ce qu'il n'y privé. a pas Par un contre, peu de dogmatisme dans le fait de dire que la propriété doit être absolument privée et que l'État ne peut pas ou les collectivités ne peuvent pas acheter de logements? Ou alors on ne veut vraiment pas avoir à gérer ça? les collectivités ont des logements, hein, bien sûr, elles ont des parcs, on parle du parc communal de logements. Alors l'État, il n'a pas vraiment de logements, l'État, il a plutôt des logements de fonction, mais qui sont liés à son foncier et ses institutions, mais il n'a pas vraiment de logement où il peut loger des personnes comme ça, à moins de requalifier des logements inutilisés justement dans des anciennes casernes, des choses comme ça, mais bon, voilà, pas vraiment le sujet. Mais par contre, les collectivités, bien sûr, elles ont du parc communal qu'elles mettent à disposition, d'ailleurs, beaucoup des associations, et elles exercent aussi leur droit de préemption. Souvent, quand un logement est mis en vente, elles peuvent exercer un droit de préemption pour l'acquérir à la place d'un autre propriétaire privé pour augmenter la taille de leur parc communal et le mettre en location après à des ménages en situation de précarité. Donc, bien sûr, en fait, il y a Mais plein de... elles peuvent le faire quand c'est mis en vente, mais elles ne peuvent pas le faire pour des logements vides. Est-ce qu'il ne faudrait pas leur permettre de le faire aussi pour les logements qui sont laissés vides, je ne sais pas, plus que 5 ans ou même 2 ans? Enfin, En ça fait, paraît quand même incroyable que dans le cœur de Paris, Paris ait 17% de logements vides. Certains arrondissements, comme le 4e arrondissement, on est à plus de 25% de logements vides. Je ne comprends pas. En fait, la question de la vacance des logements, elle est, encore une fois, vous allez dire qu'on tourne autour du pot, mais désolé de revenir à la question de la complexité. Elle est quand même hyper protéiforme, c'est-à-dire on a des logements qui sont vacants parce qu'ils sont dégradés. Ça, c'est moins le cas peut-être dans le cœur Dans le 4e de arrondissement, Paris. Non, non, c'est moins le cas dans le cœur de Paris, mais par exemple, on a des villes moyennes, hein,
je sais pas, des villes de la taille de Mulhouse, par exemple, où on a des Oui, mais cœurs ce n'est pas anciens. des Ou des villes où codes. on a un problème de logement en On a général. la demande de logement social quand même, et on a effectivement des centres anciens dégradés. Ça, c'est une chose. Donc, on a des logements qui sont vacants, et donc ça, c'est des politiques de rénovation. Ensuite, on a des logements qui sont vacants parce que c'est des résidences secondaires ou des pieds-à-terre. Et là, la question, Non, c'est... non, non, les logements vides, ce n'est pas les résidences secondaires. Laissez-moi répondre peut-être. Donc, mais de fait, c'est le cas, hein. Par exemple, quand je parle, non, mais parlons pas que de Paris. Si on parle de la difficulté de logement sur le littoral méditerranéen, par exemple, en fait, toutes les communes du littoral sont en tension extrême de logement parce qu'il y a énormément de logements vides qui sont des résidences secondaires. C'est un vrai problème. C'est pas une question de voilà. Dans Oui, Paris, c'est mais le cas aussi, hein, je vous dis d'ailleurs. quand même que dans les statistiques de l'INSEE, il y a une case pour résidence secondaire et il y a une autre Oui, case pour logement oui, vide, c'est-à-dire ceux dans lesquels ce n'est pas des résidences secondaires. Ils n'y vont jamais. mais C'est pas habité, quoi. voilà, c'est pas Il n'y a habité, pas de mais ça meubles, il n'y a appartient rien. quand même à quelqu'un, n'est-ce pas? Donc ça Oui, appartient à des bailleurs, à des propriétaires qui les ont achetés pour en faire une résidence secondaire, ou à tertiaire des. ou quoi, mais qui les ont aussi achetés, alors c'est un phénomène, on en parlait tout à l'heure, pour les mettre en location temporaire. Donc ça, on a un système, et ça c'est la mairie de Paris, vous savez, et Oui. l'État travaille sur cette question de la régulation éventuelle de ces plateformes de mise en location temporaire, mais c'est une question. C'est déjà bien régulé à Paris avec interdiction de louer plus de 3 mois dans l'année, Voilà. etc. Mais donc, du coup, les 9 mois suivants, on ne peut pas les mettre en location pérenne non plus à des personnes, hein. Donc, c'est pour De toute l'occupation manière, propre c'est d'un même, je propriétaire. crois que c'est les 3 mois dans l'année. Il me semble que c'est quand on est propriétaire de son logement et qu'on habite dedans et qu'il est même interdit de louer une résidence secondaire, ne serait-ce qu'une Voilà, nuit. exactement. Donc, ça, c'est une question de contrôle derrière ou une question de régulation, mais qui n'est pas, du coup, une question d'expropriation. Si vous voulez, le sujet, c'est pas d'exproprier. Le sujet, c'est de ramener sur le marché locatif des logements qui en sont sortis pour des raisons de choix économiques des propriétaires. Après, Moi, on je a n'ai des pas logements, parlé du tout d'expropriation, hein. J'ai parlé de rachat. après, on a des logements vacants pour d'autres raisons, parce que les propriétaires ne souhaitent plus, en fait, ne s'en occupent pas, si vous voulez. En particulier, on a beaucoup de logements qui sont vacants parce que les propriétaires sont des propriétaires âgés, qui ont hérité du logement éventuellement, et derrière, ils sont en difficulté pour gérer ça, même pour mettre en location, c'est plus de soucis qu'autre chose. Et Ou ils les ont derrière, oubliés. ouais, je ne sais pas s'ils ont oublié, Ah, mais là, je vous assure que je suis tombé sur peut-être. des. J'ai des amis qui ont emménagé dans un appartement qui a été redécouvert par leur propriétaire, qui était inhabité depuis Voilà. 10 ans et qu'ils avaient Donc, oublié. Quand donc on en ça, a c'est des 100, c'est politiques. possible, hein. En fait, donc ça, c'est des politiques vraiment d'identification de ces logements vacants longue durée, donc vraiment vacants. Déjà, en fait, quand on enlève tous les logements qui sont en location temporaire, vacants dégradés, etc., et qu'on se réduit à la part de logements vacants immédiatement, Disponible. qui peuvent être immédiatement rendus à la location, on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus petit que ce qu'on croit. Et donc ça, c'est évidemment des politiques. Après, des politiques, on peut avoir plusieurs types de politiques, des politiques de bâton, soit le bâton, soit la carotte. Donc le bâton, ce sont les taxes sur les logements vacants qui existent, hein. La carotte, c'est des incitations à la remise en location. Et après, on peut avoir des politiques de réquisition ou d'expropriation, mais qui sont des politiques qui sont constitutionnellement très compliquées à mener. Donc derrière, c'est des réformes constitutionnelles. Qui dit réforme constitutionnelle pour faciliter ce type d'action, qui dit réforme constitutionnelle dit majorité qualifiée au Parlement, et on retombe quand même sur un sujet politique, même si je ne voulais pas que j'en parle, mais Non, non, mais je veux bien qu'on en parle, il n'y a pas de problème, hein. C'est évidemment politique, vous avez raison, de toute manière. Je ne vous interviewe que parce que c'est politique. C'est pour ça que le sujet m'intéresse, c'est parce que c'est la question que devons-nous faire. Mais si jamais on ne fait rien, si jamais on continue sur la lancée sur laquelle on est, donc en essayant simplement de pousser les bailleurs à faire plus de logements PLAI ou ce genre de choses, est-ce qu'on va vers une augmentation du nombre de sans-abri ou une diminution? C'est ça la question à se poser, à votre avis? Ouais, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la question du sans-abrisme, je crois que là maintenant on est tous d'accord, c'est éminemment complexe.
C'est-à-dire que, enfin, moi, ce que j'ai dit au début, c'est vraiment une question de dynamique. C'est-à-dire que c'est aussi très, les personnes, enfin, tout ça va être aussi très sensible aux politiques autres autour et aux événements autour. D'accord? Donc, effectivement, nous, tout ce qu'on met en place vise, par le logement d'abord, à faire en sorte que, oui, toutes les personnes qu'on peut loger, qui ont des droits ouverts, des ressources, etc., quelle que soit leur situation, puissent aller vers du logement, de droit commun dans la cité, parce qu'on n'a pas parlé quand même d'un truc qui est le vivre ensemble, qui nous semble pour nous vraiment très important, et c'est aussi le pendant du droit au logement, c'est-à-dire que le droit au logement, c'est pas simplement aller dans une barre d'immeubles HLM au fin fond de la cité parce qu'on est pauvre, quoi. Le droit au logement, c'est pouvoir être là où on le souhaite, dans un quartier où on a envie de vivre et avec des relations sociales enrichissantes. Et c'est vraiment cette politique-là aussi qu'on souhaite mener en travaillant sur le logement d'abord. Alors certes, c'est pas simple, certes, c'est des petits pas, certes, c'est du cas par cas, mais c'est aussi faire bouger les choses au niveau des propriétaires privés, c'est-à-dire leur montrer, et c'est vraiment tout le travail qu'on a fait, c'est-à-dire que montrer que, alors moi je reviens toujours avec la maladie mentale parce que enfin, voilà, parce que c'est là-dessus que moi j'ai travaillé plus particulièrement, mais on a Parce qu'il montré y en que a c'est pas énormément parce aussi. ouais, enfin bon, après, des gens qui ont des difficultés psychiques peut-être, mais la maladie mentale, pas tant que ça, heureusement. Mais parce qu'on a montré, si vous voulez, qu'effectivement, en soi, la maladie mentale ou les troubles psychiques ou les addictions, à partir du moment où on accompagnait les personnes, ce n'était pas du tout un frein au maintien dans le logement. Donc notre objectif aussi, c'est d'éviter la stigmatisation, la discrimination, enfin, voilà, ce vivre ensemble auquel on tient sur nos politiques de logement d'abord à la DIAL. Donc oui, c'est de la politique de petits pas. Oui, c'est dépendant de politiques beaucoup plus larges au niveau du logement, et je vous rejoins, qui là nous dépasse totalement parce que, bon, voilà, on vient de le dire, il y a des choses qui sont constitutionnelles et sur lesquelles on ne pourra probablement pas agir. Et puis, évidemment, il y a des politiques Non, sur migratoires sur lesquels il n'y a pas lesquelles… de volonté politique pour agir. Non, Ça mais n'est nous, pas je la veux même dire, chose qu'on nous, ne non, pourra non, pas non, parce que agir. nous, Non, mais c'est là que vous nous interrogez en tant que DIAL. Donc voilà, Oui, après, on est citoyen et chacun, en tant que citoyen, d'accord. agit comme il l'entend. Mais là, si on est en tant qu'effectivement, voilà, technicien enfin, du pôle hébergement logement de la DIAL, Bien sûr. voilà, c'est pas notre rôle là. Et puis après, il y a les politiques migratoires. Voilà. Mais moi, je veux quand même vraiment insister sur cette question du vivre ensemble et d'essayer progressivement aussi d'éviter ces phénomènes de stigmatisation, de ghetto, et c'est aussi notre objectif. C'est-à-dire qu'avec les dispositifs intermédiation locative, avec le fait de dire il faut loger les gens en diffus, il ne faut pas les mettre dans des blocs et rassembler au même endroit toute la misère du monde, c'est aussi une façon de voir la cité. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place ces territoires de mise en œuvre accélérée du logement d'abord, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une conscience de l'ensemble des acteurs à un moment donné que oui, c'est compliqué, oui, il y a des événements externes, oui, on ne va pas y arriver par simplement il n'y a qu'un faucon, mais en même temps, chacun à son niveau, il peut y avoir des leviers qui sont intéressants. Alors après, oui, nous, on croit fortement à ça, puisque vous voyez, on est convaincus. On se dit que si on continue sur cette politique-là, puisque effectivement, on a un cadre d'action et le mandat de la DIAL maintenant, c'est de pouvoir mettre en place aussi une gouvernance de ces différents éléments, notamment au niveau local, pour avoir des leviers d'action plus forts. Donc, on y croit vraiment. Maintenant, on n'a pas les leviers sur la politique migratoire, clairement. Donc, est-ce que ça va augmenter ou Donc la pas? réponse à C'est un ma gros point question, d'interrogation. est-ce que ça va diminuer ou augmenter? C'est non. Ça, mais est-ce que Non, ça on va ne peut pas diminuer? vous c'est qu'on ne répondre. sait pas. C'est pas. Mais par contre, je voulais insister et revenir sur un point que vous avez dit tout à l'heure. Je n'ai pas pu réagir, mais vous avez dit, je parlais des obligations d'attribution de logements sociaux qui sont faites à chacun. Et vous avez dit pourquoi pas 100% et pourquoi seulement 25%. Mais ce que dit Pascal est très important. En fait, le logement social, c'est pas. Enfin, il y a derrière, il y a un outil. Enfin, comment dire, un objectif d'attribution à des ménages en situation de précarité. Et après, il y a un objectif de mixité sociale dans les quartiers, dans les villes. C'est aussi pour ça que le logement social, il y a des différences de niveau de loyer et des loyers qui sont effectivement plus élevés, parce que c'est pour aussi attirer des ménages qui sont plus aisés et qui peuvent voilà, apporter une dynamique différente dans un quartier. Donc en fait, la politique du logement, elle doit aussi
en fait, trouver cet équilibre entre le logement des ménages en situation de précarité et les plus précaires et la mixité. Et après aussi conjuguer voilà, tout un tas de contraintes, d'orientation locale. Moi, je veux avoir des familles, moi, je veux plutôt avoir des jeunes, moi, je veux... Et voilà. Et donc, en fait... Oui, parce que pour l'instant, donc en général, le logement social est attribuable à 60% de la population, hein, contrairement à ce que les gens pourraient croire. Donc, en termes de plafond de revenus, ça concernerait 60% de la population. On a même des cas de gens, on va dire environ 3-4% du parc de logement social qui est occupé par les gens qui sont parmi les 20% les plus riches. Donc, il y a aussi quand même cette question d'accord, on en attribue pas qu'aux plus pauvres, mais est-ce que, et ça c'est une chose que m'ont dit notamment certains associatifs, est-ce qu'il ne faudrait pas pousser un peu plus les bailleurs à vendre et les locataires à acheter leur logement, ceux qui en ont les moyens justement, ceux qui ne sont pas les plus précaires, à acheter leur logement pour que cet argent que récupèrent les bailleurs soit investi dans la construction, dans le rachat, dans la rénovation, plutôt que les bailleurs gardent comme ça des logements pendant des années et des années. Il y a des gens qui rentrent jeunes dans des logements sociaux, ils sont étudiants encore ou pas tout à fait, ils n'ont pas tout à fait les salaires qu'ils auront plus tard, des coupes de chirurgiens par exemple ou ce genre de choses. Et ils se retrouvent après à louer leur logement parce que c'est pas cher, ils sont pas du tout, ils l'achètent pas, mais ils pourraient tout à fait l'acheter puisqu'ils gagnent énormément par rapport à ce qu'ils payent comme loyer, quoi. Donc, pour moi, il y a vraiment aussi cette question du à qui on attribue le logement, pourquoi on ne pousse pas plus à les vendre et pourquoi on ne met pas un peu plus d'incitation à ce qu'il y ait une limite. Écoutez, bon, maintenant, ça fait 20 ans que vous êtes dans ce logement, vos revenus ont été multipliés par 3. Soit vous achetez le logement, soit vous déménagez dans un logement pas social, quoi, mais vous n'avez pas besoin de ce loyer très bas. Pourquoi on ne fait pas ça? Bon, déjà, on le fait. Enfin, je sais pas si... je pense que le sujet est quand même un petit peu pensé. Hein. Faut pas croire que tout se passe comme si c'était... voilà. C'est extrêmement rare qu'on dise à des gens, vous gagnez trop, il faut partir Ah du ouais, logement social. je sais pas, je sais pas. Je sais pas si vous êtes mieux informé Mais en fait, bon, depuis la loi Elan qui a été votée en 2018, hein, il y a eu un mécanisme de revoyure en fait de l'occupation du parc social à intervalles réguliers. Et d'ailleurs, les commissions d'attribution de logement ont été renommées et s'appellent aujourd'hui commissions d'attribution de logement et d'examen de l'occupation des logements. D'accord. Et donc, on a des revues régulières. Bon, à partir de là, moi, je pense que vous n'avez pas les bons clients là pour vous répondre trop là-dessus parce que, en fait, il faut distinguer quand même deux choses. Enfin, pas les distinguer, mais bon, c'est quand même deux choses assez différentes que la politique sociale du logement, qui est une politique qui effectivement vise à produire et rendre accessible du logement abordable. Ça, c'est une politique qui est menée, bien sûr, au sein de l'État, en collaboration avec les autres partenaires institutionnels, mais qui n'est pas menée à la DIAL, et des politiques de lutte contre le sans-abrisme, où nous, en fait, on va avoir vraiment une spécificité sur le travail sur les marges, entre guillemets, hein, les personnes qui sont en situation de marginalité, qui vont se retrouver pour le coup à la rue. On a une spécialité aussi sur la prévention des expulsions locatives, puisque ça relève de notre champ de compétences. Mais bon, voilà, il y a quand même, si vous voulez, une politique, il y a quand même une politique sociale hein, du logement, et derrière un travail un peu correctif sur les dysfonctionnements, c'est-à-dire le sans-abrisme. Je dis ça parce qu'en fait, il faut, enfin, encore une fois, confondre les deux, en fait, je pense que c'est mécomprendre le fait que le sans-abrisme en France, c'est le résultat non pas d'une politique sociale du logement défaillante, mais c'est le résultat d'une politique sociale du logement qui peut être défaillante, une politique sociale en général, d'une politique par exemple de l'emploi qui peut être défaillante. Ça peut être des défaillances dans l'aide sociale à l'enfance, ça peut être des défaillances dans les politiques migratoires, ça peut être des défaillances des politiques de santé. En fait, on peut avoir un accumulation de petites défaillances ou de petites incohérences
dans un certain nombre de politiques qui vont conduire à des phénomènes de rue et, comme disait Pascal aussi, des accumulations de problématiques sur certaines personnes. Et donc, enfin, voilà, les leviers, ils ne sont pas uniquement sur la production de logements ou sur l'attribution de logements à des ménages. En fait, les problématiques sont multiples, etc. Tout ça pour dire que, effectivement, tout ce que vous avez dit, je discrédite pas du tout. Et j'avoue que je n'ai pas forcément la compétence pour pouvoir analyser si c'est une bonne idée ou pas, la question de la vente des logements sociaux et la question de la rotation dans le parc social. Franchement, je ne sais pas. Mais c'est parce que c'est vraiment une compétence très différente au sein de l'État, quoi. Moi, je n'ai pas cette compétence non plus, mais Manuel vient d'évoquer un sujet qui est le sujet de l'emploi. C'est vrai que nous, en fait, là, on travaille maintenant à la DIAL sur combiner les approches logement-emploi parce que d'abord, on sait que l'emploi, c'est un vecteur essentiel. Alors, il y a la partie ressources, évidemment, ça, on s'en doute, mais aussi d'intégration sociale à partir du moment où c'est un emploi dans de bonnes conditions. Enfin, voilà, on met plein de guillemets autour, hein, évidemment, mais voilà, de sociabilisation, d'intégration sociale, etc. Et c'est vrai que si on peut arriver sur certains territoires dans le cadre des accompagnements de nos publics à combiner les deux éléments, on sait que c'est un levier fort important, quoi. Voilà, et en termes d'accompagnement. Donc, c'est des choses aussi qu'on essaie de déployer. Alors, encore une fois, c'est au cas par cas, on fait souvent dans la dentelle, mais ce qu'on essaie de faire, si vous voulez, c'est que tous ces éléments qu'on fait dans la dentelle, c'est aussi changer les représentations. Parce que, bon, voilà, c'est vrai qu'on peut se dire, il y a la question des politiques, mais bon, les politiques, on les élit, et la question des représentations en amont, elle est super importante. Et se dire que oui, on peut avoir une acceptabilité de tous les types de personnes qui vivent autour de nous, c'est important. Et c'est ça, en fait, aussi dans nos politiques, dans nos stratégies et leviers d'action qu'on essaie aussi de mettre en place. D'accord. C'est vrai que peut-être, effectivement, pour compléter aussi, le logement d'abord, c'est une politique de désinstitutionnalisation, dans un sens. C'est-à-dire qu'on a eu pendant plusieurs décennies, et ça remonte même peut-être plusieurs siècles, plutôt des politiques de foyer, où en fait les personnes qui étaient en précarité et sans logement, on leur proposait de se regrouper dans des foyers. Et on a ce type de structure qui persiste aujourd'hui. Alors évidemment, les choses ont bien changé quand même un petit peu. On n'est plus sur des grands dortoirs, des grands foyers de charité, etc. Mais on est quand même sur des logiques de centres d'hébergement en regroupé avec des chambres, des prestations, un peu un modèle tout en un aussi. Comme la psychiatrie, en fait, honnêtement. Voilà, exactement comme la psychiatrie. L'hôpital psychiatrique qui passe, on insère dans la cité, quoi. Voilà. Et en fait, la psychiatrie, le handicap, en deux secteurs qui se sont aussi, qui se sont ou qui tentent de se désinstitutionnaliser, c'est-à-dire sortir les gens des structures pour les installer dans la cité, c'est-à-dire avec du voisinage, avec de l'environnement, avec des services publics, etc., et leur faire accéder. Par exemple, le handicap, sortir les personnes pour leur faire accéder à l'école, et plutôt adapter l'école, le système éducatif au handicap, plutôt que de les laisser dans des filières parallèles où elles verront jamais toute leur vie que d'autres personnes handicapées et des professionnels de soignants ou des professionnels accompagnants ou éducateurs. En fait, c'est un peu la même logique sur la question de la grande précarité. On souhaite que les personnes, elles intègrent, elles recouvrent leurs droits et elles accèdent à un logement dans la cité, une vie dans la cité. Et à partir de là, tout notre travail, c'est de travailler sur l'accès aux droits, c'est de travailler sur le soutien, c'est de travailler sur la médiation. Je sais pas si. Non, mais j'ai bien compris que ce que vous faisiez, c'était très bien en termes de logement d'abord. Hein. Je comprends que vous ayez envie d'en revenir là. C'est important parce que je pense pas qu'on puisse se dire. Il y a des politiques préventives, c'est-à-dire des politiques sociales, clairement, des politiques de protection sociale qui sont des politiques préventives. Et après, on a des politiques correctives. On pourrait espérer que si on avait des super politiques préventives, des super systèmes sociaux, pas de problème de logement, de construction, pas de problème de foncier, voilà, si tout ce qu'on est en train de discuter jusqu'à présent, on n'aurait pas besoin de politique corrective. Ça serait formidable. C'est un peu la phrase de Coluche, quoi. J'espère simplement, j'ai hâte que les Restos du Cœur disparaissent. C'est exactement la même question. Mais malgré tout, ça n'empêche pas, sur toutes nos politiques, d'avoir des dispositifs correctifs et des ambitions pour corriger les dysfonctionnements
d'une société ou d'un système, etc. Donc je pense que c'est important de voir les deux aussi et de pas... Enfin voilà, on peut regretter qu'il y a toujours un besoin de corriger des dysfonctionnements parce que les dysfonctionnements existent, mais malgré tout, corriger les dysfonctionnements, c'est quand même pas si évident que ça demande déjà pas mal d'énergie. Ouais. Ok. Bah, je crois qu'on a un petit peu préfet le tour, messieurs, dames. Vous avez des choses à rajouter ou pas? Ben non, vous remercier Bah de, non, c'est voilà, moi qui vous remercie. de vous intéresser à ce sujet parce que voilà, pour nous, c'est toujours important voilà, de pouvoir parler de ce sujet, même si on comprend bien les limites, Même si etc. c'est Mais démoralisant parce qu'on n'a pas de non, solution. non, pas du tout. Vous nous trouvez démoralisés? Non, je crois qu'on ne l'est pas du tout. Bah, On est c'est quand plutôt même des un peu combatifs, hein. démoralisant parce que tout ce qui semble être des solutions semble être des choses politiques assez compliquées Non? à mettre en place ou voire impossibles à vous entendre. Donc, c'est quand même un peu Non, pas du tout, démoralisant. Non, mais non, simplement... c'est pas ce qu'on vous a dit. Non, non, on a dit qu'il y avait des choses politiques, mais que nous, justement, dans certains axes bien particuliers, on avait des actions, des leviers d'action, et que justement, on trouvait que ces actions-là, enfin, moi, sur le chez-soi d'abord, franchement, le fait de loger 4000 personnes qui sont à la rue avec des maladies mentales sévères, je trouve que quand même, c'est une politique qu'on a construite en 6-7 ans. C'est quand même, bon, voilà, je trouve que honnêtement, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément fait Oui, mais ailleurs en Europe. le nerf de la guerre, c'est le. Bien sûr que les personnes dont vous vous occupez, c'est extrêmement positif, mais le nerf de la guerre, c'est le logement. Et s'il n'y a Bah, pas de ils sont logement, logés, vous pouvez ces avoir gens-là. n'importe quelle politique derrière. Oui, mais ceux-là, ils sont Vous logés. laissez des gens dans la rue, quoi. Ceux-là, ils ne sont pas à la rue, ils sont logés, ils sont accompagnés, ils ne sont pas à l'hôpital, ils ont une Ceux-là, meilleure oui. qualité de vie. Bah oui, mais c'est déjà ça, si vous voulez, c'est l'histoire Ouais. du. Mais Voilà, après, et ça peut donner des envies, des espoirs, et ça peut changer une partie des choses aussi. je peux dire que depuis le début du plan logement d'abord de 135 000 personnes, notre chiffre, ont accédé à un logement avec un accompagnement, c'est quand même pas ridicule non plus. Je Deux pense cent que trente-cinq mille personnes donc le d'accompagner. sujet n'est Sur pas sur combien d'années? depuis 2018, sur 3 ans. D'accord. Et, C'est vrai que c'est impressionnant. bah oui, oui, mais parce que je vous dis, on fait des choses quand même, et tout n'est pas impossible. Et le fait de renvoyer aux politiques, peut-être que vous m'avez mal compris, mais c'est pas de dire que c'est impossible. C'est-à-dire que, en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de politique du claquement de doigts, quoi. En fait, c'est pas, tiens, demain, la ministre va décider d'acheter tous les logements vides dans Paris. En fait, c'est juste c'est juste que la politique publique ne fonctionne pas comme ça. Enfin, c'est juste ça. C'est pas une question de volonté ou une question de pas de volonté. Par exemple, au début des années 2000, des ministres communistes sous le gouvernement Jospin Mhm. ont voulu mener des politiques de réquisition et ont mené des politiques de réquisition. Résultat, je ne sais pas, je ne voudrais pas leur faire offense en disant un mauvais chiffre, mais je pense qu'entre 5 et 10 logements captés, c'était peut-être le résultat. Non, je plaisante, mais c'est des politiques qui sont juridiquement très complexes, qui sont opérationnellement très complexes. Derrière, il y a du droit du propriétaire qui peut faire engager tout un tas de recours. Enfin, si vous voulez, en fait, même avec une volonté politique, en fait, c'est pas le président de la République qui a tout pouvoir dans ce pays, donc, et qui a tous les droits. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de ramener le sujet aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, pragmatiquement aussi pour faire avancer les choses aujourd'hui. Mhm. Et on a plein de dispositifs qui existent. On produit, on construit, on mobilise du logement privé, on mobilise du logement public, mais euh, voilà. Et après, ben oui, on peut se dire que c'est un puissant fond. On peut se dire que si on a logé 235 000 personnes et qu'il y a encore 300 000 personnes sans domicile, c'est qu'il y a du flux. Ça veut dire qu'il y a du flux entrant, soit du flux migratoire, soit des personnes qui tombent dans la précarité. Et voilà, c'est c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, sur le fait que ben, ça veut dire qu'on a des politiques préventives, des politiques de protection sociale qui sont dysfonctionnelles à certains moments. Mais c'est pas voilà. Mais après, il faut bien se dire que le sans-abrisme c'est un phénomène généralisé dans tous les pays développés. Donc c'est-à-dire que ça, enfin, ça révèle quand même euh,
enfin, plutôt ce fait-là, ce fait révèle que c'est pas un sujet propre à la culture française, par exemple, ou à des problématiques françaises. Le fait qu'il y ait des sans-abri au Japon, aux États-Unis, au Canada, en France Oui, ou en oui. Bretagne, ça veut dire qu'en fait, derrière, il y a aussi des phénomènes d'exclusion, il y a aussi des phénomènes qui sont extra-contextuels, quoi. Enfin, je Hmm. veux dire, une Ouais, Mais société enfin, tout le monde n'a euh, pas qui eu a plus 100% en plus 8 ans d'exclusion, quoi. À un de moment donné, sans-abri. pardon? Tout le monde n'a pas eu non plus de telles augmentations en plus 100% en 8 ans. Ah bah je sais pas. Après, vous savez, ça dépend comment aussi les choses, enfin comment dire. On voit par exemple en Italie, en Espagne, il y a une politique qui est beaucoup plus familiale, c'est-à-dire, enfin, une façon de vivre qui est beaucoup plus familiale. Donc, il y a beaucoup de gens qui restent en intrafamilial, si vous voulez. Quand on est dans les pays du Nord, on est dans des politiques qui sont très redistributives. Et en fait, en France, on est un peu au milieu du gué. C'est-à-dire, on a enfin, la cellule familiale est beaucoup moins englobante et elle va beaucoup moins accueillir ou garder ces jeunes jusqu'à 30, 35, voire 40 ans. On Hmm. vit beaucoup moins en grande famille et on a des politiques qui ne sont pas totalement aussi redistributives que dans les pays du Nord. Donc, enfin, c'est ça aussi, si vous voulez. Donc, on est un peu au milieu du gué et on se retrouve avec des familles éclatées, enfin, parce qu'il y a ça, c'est aussi lié au Hmm. changement au sein des familles. Les familles monoparentales, Manuel en a parlé. Donc c'est vrai que c'est un peu un symptôme d'une certaine façon, le sans-abrisme. Ça reflète aussi différentes choses de la société qui ne Ah bah oui. fonctionnent pas bien Vous, et pas simplement le fait qu'il n'y ait pas de logement. C'est un point vous pensez pas majeur. il y a une forme, quand même, pour conclure là-dessus, vous pensez pas qu'il y a quand même une forme de court-termisme duquel on n'arrive pas à s'extraire à l'échelle de notre société, que ce soit sur ce problème ou d'autres, où on est obligé de finir par payer des nuits d'hôtel à des gens parce qu'on n'a pas prévu qu'il allait falloir les loger? Vous pensez pas il y a quand même un problème de court-termisme? Bah, là où vous avez raison, c'est que ce que je disais tout à l'heure, on a mal anticipé les évolutions sociales qui font qu'aujourd'hui, on a une demande importante de personnes seules, par exemple, par rapport à des personnes en famille. Donc Hmm. ça, oui, on a mal anticipé, mais c'est une anticipation, c'est pas d'il y a 2 ans, c'est-à-dire c'est d'il y a 20 ans, quoi. On a des parcs de logements où il manque des petits logements. Et bien ça, oui, c'est pas, je sais pas si on peut parler de court-termisme, mais c'est vrai qu'il y a des sujets comme ça au long cours où on a aussi derrière une rigidité à un moment donné. Enfin, le parc de logement, c'est quand même assez rigide, hein, forcément. Voilà. Ben non, mais c'est vrai, on ne peut pas se dire en 2 ans, on va modifier la typologie de notre parc. C'est pour ça qu'on a recours à des nuitées hôtelières à un moment donné. C'est que, par exemple, on a eu, dans le début des années 2000, plus de familles à la rue. À un moment donné, ces familles, eh ben, il a fallu leur proposer des solutions. Et les solutions qui existaient, parce qu'en particulier, c'était des familles en situation irrégulière pour certaines, eh ben, les solutions, ça a été la nuitée d'hôtel à ce moment-là. Après, le fait qu'on rentre dans des engrenages dont on a du mal à sortir, oui, ça c'est un autre sujet. Mais enfin, je sais pas si le court-termisme, c'est quand même souvent des sujets un peu au long cours, quoi. C'est des résultats, on est dans des résultantes de décisions et de tendances qui se sont dessinées il y a 20, 10, 20, 30 ans, quoi. Hmm. Ouais. Ce qui me tue, je vous disais, hein, s'il y aurait quelque chose, une sorte de politique assumée de dire on n'a pas envie de dépenser l'argent pour aider les gens parce que c'est comme ça, parce que de manière collective, on estime que ce n'est pas une valeur qu'on a envie de mettre en valeur, on n'a pas envie d'y consacrer de l'argent, ça m'irait. Ce serait un choix politique, ça m'irait, défendable ou pas, humaniste ou pas. Ce sont des présupposés philosophiques auxquels je pourrais m'adapter. Je me dirais la société est comme ci ou comme ça. Ce qui me rend fou, moi, c'est quand je vois que c'est plus cher de faire euh, mal les choses et que ça reste comme ça. C'est ça qui me rend fou. Mais Voilà. je sais pas, vous pourrez peut-être, je serais intéressé effectivement qu'on puisse expertiser cette question d'acquisition de logement parce que c'est pas forcément une politique qui a, je pense, été fortement investiguée. Mais après, par exemple, nous, l'État, eh ben, vous parliez des 45 000 nuitées hôtelières, ben, l'État finance c'est près de 25 000 logements dans le parc privé où il finance des associations, comme je disais tout à l'heure, pour loger et solvabiliser des ménages en difficulté. Donc, ce n'est pas de l'acquisition de logements,
mais c'est un financement de l'État pour faciliter l'accès au parc privé, au parc locatif privé de ménages en situation de précarité et de difficultés sociales et financières. 22 000 logements, c'est à peu près, si on est gentil, 2,5 personnes par logement. Donc, on tombe à 50 à 60 000 personnes. Vous voyez, si vous ramenez à votre chiffre sur les nuitées hôtelières, en fait, on se rend compte que oui, on fait des choses par ailleurs. C'est pas simplement les nuitées hôtelières. Oui, la demande explose, on doit s'adapter, mais on s'adapte pas que avec du court-termisme et de la nuitée hôtelière. Non, on a développé des dispositifs parallèles, alternatifs dans le logement. On a développé des dispositifs pour les personnes qui ont des troubles psychiques sévères. On a développé des dispositifs pour des personnes qui veulent vivre dans du logement, mais en collectivité. Et on a aujourd'hui, pareil, plus de 20 000, 22 000 logements qui sont dans des petites résidences où l'État finance aussi de l'animation sociale, de la médiation, etc. On a plein en fait d'actions. Je trouve que réduire l'action de l'État à ce constat sur le fait que oui, il y a des personnes qui sont hébergées en France dans des nuitées, dans des hôtels, c'est méconnaître aussi tout ce qui se fait par ailleurs. Non, il y a plein d'autres initiatives par ailleurs. C'est juste que c'est l'exemple qui montre. En fait, c'est des politiques publiques. C'est juste que cet exemple des nuitées, c'est l'exemple qui montre comment un peu jeter de l'argent par les fenêtres, quoi. Non, en fait, certes, vous avez raison dans le sens où ce n'est pas une politique d'investissement, puisque effectivement, les gens se retrouvent finalement dans des situations sur lesquelles ils ne peuvent pas investir, s'insérer, etc. C'est vrai. C'est le seul moyen aujourd'hui, dans certaines situations, de mettre les gens à l'abri. Voilà, c'est le seul moyen qu'il y a. C'est totalement regrettable, on en est tout à fait d'accord. Hein. C'est vrai que nous, dans la politique, dans les stratégies du logement d'abord, on travaille aussi à diminuer l'inflation des nuitées hôtelières. C'est aussi notre objectif. C'est la réponse quand on n'en a pas d'autre pour mettre des gens à l'abri et notamment des familles avec des enfants parce qu'il n'y en a pas d'autres, des solutions au T. Et c'est vrai que pour pouvoir éliminer cette solution au T, il faudrait pouvoir se projeter sur les 5 à 10 ans à venir et investir. C'est ce qu'on essaie de faire avec le logement d'abord, notamment sur l'investissement dans le logement, dans tout ce qu'on vous a raconté. On ne va pas tout redérouler, mais c'est bon, on vous l'a assez raconté. Mais c'est ça, en fait, l'histoire. Hein. Oui. Le nombre de 45 000, c'était en 2017. Et là, avec le Covid, je sais que ça a particulièrement explosé. Et à mon avis, on a bien dépassé… c'est plutôt un point positif en soi. Je veux dire, encore une fois… Oui, d'autant plus que les hôtels étaient vides pour la pandémie. Donc le fait que l'État ait pris ses responsabilités aussi et répondu à des situations d'urgence sociale de manière vraiment extrêmement forte, avec aujourd'hui 200 000 personnes qui sont hébergées. C'est vrai que, je pense qu'il faut aussi se dire que, oui, il y a des situations d'urgence sociale et l'urgence, on y a répondu pendant longtemps dans l'urgence. Aujourd'hui, il s'agit d'en sortir. Il faut construire des solutions de plus long terme et donc investir aujourd'hui pour récolter les fruits dans 5 ans, peut-être, on l'espère. En tout cas, c'est ça notre stratégie. Ouais. Ok. Eh bien, je vous remercie tous les trois. Donc, je précise un grand merci aussi à Jordan Chevreau, qui est avec nous, là, qui ne s'exprime pas, mais qui m'a donc aidé à préparer cette interview depuis des mois. Et puis, donc, merci à vous deux d'avoir eu la patience de répondre à la naïveté de mes questions et sans exprimer de position politique parce que vous êtes quand même, vous travaillez dans un ministère. Merci beaucoup d'avoir rendu ça possible. Hein. J'avais des doutes et on a réussi à le faire. Donc, c'est très gentil d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice avec autant de sincérité. Voilà, qui nous a quand même aidé à, si on n'a pas réglé le problème, évidemment, à la fin de cet entretien, on a quand même peut-être pu commencer à toucher un petit peu du doigt pour la situation. Tout simplement, essayer de comprendre le problème. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Et très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci à la Dial.